Le monde se réveille ce matin avec un Vladimir Poutine encore plus fort que jamais. Le président russe a été réélu pour un 4e mandat. Ça fait 18 ans que cet homme porte l'autre axe du monde entier. On parle également de ce G20 qui se lance ce jour à Buenos Aires. Les 20 puissances économiques les plus fortes du monde vont se réunir dans un contexte où les GAFA font donc histoire de discorde entre deux blocs économiques dans le monde. Les GAFA, vous savez, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook et c'est Apple, ces géants du numérique qui continuent également à faire beaucoup de chiffres via évidemment tout ce qu'on peut considérer comme une forte présence sur le monde entier et les Européens qui souhaitent ainsi taxer ces GAFA, ces géants, comme vous le savez, du numérique. On parle également de cet ex-espion russe, Sergei Skripal, qui continue donc à faire beaucoup de remous dans le monde. Les relations entre le Royaume-Uni et la Russie continuent donc à se distendre suite à l'empoisonnement de cet ex-espion russe. On verra ce jour ce que vont déclarer les experts qui arrivent à Londres ce lundi. Et puis le Cameroun s'est réveillé avec, comme vous le savez, une boule au ventre et ce qui s'est passé dans le sud-ouest, le Lébalem, où on a eu des otages et des personnes qui ont été enlevées, au rang desquels le professeur Aivo Leke Tambo, qui, comme vous le savez, est le PCA du DCI Board et qui a donc été enlevé par des indépendantistes ambazoniens. Ça montre aussi que le Cameroun s'engage dans une route périlleuse au travers de cette crise anglophone et on peut aujourd'hui se dire pourquoi organiser une cérémonie de remerciement au chef de l'État dans un contexte aussi difficile, dans une zone de forte insécurité. À quoi servent ces cérémonies de remerciement-là? Le Cameroun qui, comme vous le savez, vit dans ce registre-là. Madame, Monsieur, bonjour, bon début de semaine, bienvenue au Zénith. Le plat de résistance vous est servi entre 10h et 12h et toute une équipe est gonflée à bloc pour vous accompagner pendant 2 heures avec des informations, de l'actualité, mais surtout des sujets importants, forts, qui vont se mettre évidemment sur cette scène, le plateau de votre émission. Commençons par l'un des acteurs, et pas des moindres, l'un des acteurs majeurs de ce programme. Il s'appelle Monsieur Bachou Charlamel. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Dize Isaac, proviseur du lycée de Fongondeng. Que s'est-il passé pour que 14 filles se trouvent enceintes de la 4e en terminale? Qu'avez-vous fait? Que s'est-il passé? Jeune fille non mariée, célibataire, mais enceinte. Félicitations à vous. Très bien. Donc on va retrouver Charlamel dans une trentaine de minutes précisément pour la colère de Charlamel de ce 19 mars 2018. Un rendez-vous à ne surtout pas rater au cœur du Zénith ce matin. Florazé, actrice, motrice de belles émotions aussi ce matin sur le plateau de votre émission Le Zénith. Bonjour et bon début de semaine, madame. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Très heureuse de débuter cette semaine avec vous. Et puis, comme vous le savez, lorsqu'il sera 11 passé de 6-7 minutes, nous reviendrons avec l'information majeure, en tout cas celle qui brûle sur la toile, commentée par vous, chers internautes. Mais je ne saurais également terminer mon propos pour accompagner toutes ces familles éprouvées, voilà, qui ont laissé un membre très proche. Je sais que c'est très dur, donc je suis de tout cœur avec des personnes justement qui pleurent ce jour. Très bien. On va également, dans cette foulée, introduire sur le plateau un acteur lui aussi autant majeur que les autres. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nous aurons encore les yeux rivés et le cœur tourné vers le Conseil constitutionnel ce jour pour voir quelles listes vont compétir pour les prochaines sénatoriales. On va voir et surtout scruter comment les combinaisons politiques et les collisions dans ce que nous l'avons se dérouler. Merci.
Donc Clément Tangana et les siens vont donc tout à l'heure rentrer dans l'histoire, peut-être en disqualifiant cette liste RDPC à l'ouest du Cameroun, ou pourquoi pas, évidemment la maintenir en liste pour les sénatoriales en fin de cette semaine. Ça arrive très vite, hein, le 25 mars prochain. On va lancer le premier sujet de cette matinée. J'imagine que vous attendez avec impatience cette tasse avec Tendance la voyageuse dans le cadre de l'histoire du jour. Tout de suite. Bonjour Tendance. Bonjour Eric, moi-même je pleure la petite Anne-Nicole, mamie Anna, repose en paix. Ma petite Anna, Anne-Nicole, repose en paix. Je pleure aussi monsieur Pierre-Marie, qui a gâté son deuil en Dengla. C'est un monsieur qui a gâté son deuil en Bombok. Le chef de mon village ne sait même pas quoi dire. Donc le chef lui-même, il est dépassé. Il meurt, il gâte le deuil. Il a gâté son deuil avant de mourir. Donc, tel que le papa est décédé, vu le comportement avant sa mort, il a gâté le deuil. Donc il a refusé qu'on fasse les funérailles et qu'on pleure, on le pleure même, lui-même le défunt. Le chef de mon village est dépassé, le chef Futuni. Le chef de Ndengla est dépassé, le chef de Ngong Fait, même de Tronkon. Tous les chefs là sont dépassés parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu la qualité là dans leur village. C'est un papa, monsieur Pierre-Marie, qui a fait fort Flora. Étant malade. Comme on demande souvent aux hommes de faire leur testament. Lui n'a pas fait le testament. Et il avait 3 femmes. Quand le père était malade, on rôdait à côté de lui à l'hôpital, pendant qu'il va me dire qu'il y a un papier qu'on a gardé sur telle place. Nada. Il était notable à la chefferie. Je dis qu'il n'a rien dit à personne. De tous les 9 notables, même dit que si demain il ne suis plus là, on peut voir telle personne. Non, il n'a lui rien dit. Les notables sont allés lui rendre visite, croyant qu'il va dire que, comme vous voyez là, partez dans ma chambre, prenez tel livre comme ça, vous allez voir tel nom. Non, c'est ce qui ne s'est pas passé. Mais il avait 3 femmes. Quand le père est mort, samedi, on arrive au village avec le corps. On avait dit enterrement funérailles. Les enfants ont sorti le programme jusqu'à le chef a validé. On croyait que oui, il avait fait comment ou que ça a fait quoi. Oh. Quand on arrive au village, on enterre le père. On dit que les funérailles, le chef dit qu'on ne peut pas faire les funérailles s'il n'y a pas le successeur. Parce qu'il avait les enfants. Entre-temps, il a convoqué les enfants des 3 femmes, tous les enfants, que venez me voir à la chefferie. Ils ont causé. Il a dit que vous croyez qu'on peut faire comment, comme votre père est décédé sans laisser le successeur. Concertez-vous, vous me dites comment on doit faire. Parce que chez les Bamileke, comme il est mort, en laissant les enfants, on ne peut pas laisser sa maison comme ça sans qu'un enfant soit là. Ne soit là. Maman, quand on a commencé la réunion, son premier fils a pris la parole devant témoin. Quand il parle de témoin, ça veut dire qu'il y avait le chef et les notables. Il a dit, en tant qu'aîné, je propose que l'enfant de la deuxième femme, il s'appelle Point. Il peut quand même gérer notre famille vu son comportement. Bon. Les enfants de la première femme ont dit pourquoi? Parce que vous croyez que ma mère n'a pas aussi fait les garçons. Les enfants de la troisième femme aussi ont dit que non, maman aussi a fait les garçons. Alors si il n'y a pas de successeur, si le père n'a pas laissé le successeur, mieux la concession reste comme ça. Le chef était obligé de leur chasser. Il a dit, partez vous concerter. Dans 2 mois, vous revenez me dire celui que vous avez choisi comme successeur pour qu'on pleure le deuil de votre père. Donc, tout le village est traumatisé et tous les téléspectateurs, vous qui me regardez ce matin, mettez-vous à la place de ces papas ou à la place de ces enfants ou à la place de tous ces chefs du village qui sont scandalisés. Oui. J'en ai terminé. Très bien. Alors, c'est une question lancinante qu'on met sur la table ce matin au cœur du Zénith avec Tendance la voyageuse à qui, d'ailleurs, on passe le remerciement le plus fort et le plus portant ce matin parce que cette question-là nous renvoie dans les annales de l'actualité en France aussi puisque Johnny Hallyday, l'icône musicale de la France, est actuellement au cœur d'une grosse controverse d'hérédité puisqu'il a déshérité ses enfants et vous savez que en France la loi interdit à quiconque de déshériter son enfant. Tout enfant a droit à un héritage, à l'héritage donc de ses parents s'il y en a et
et donc l'affaire est portée devant les tribunaux, puisque évidemment David Hallyday et autres sont dans cette logique-là. Mais revenons au Cameroun, puisque l'Afrique a su encadrer ce type de problème, mais également le code civil camerounais qui encadre très bien la succession et tout ce qui peut être considéré comme des jugements d'hérédité. On va commencer par vous, Moro Bengan, pour qu'on puisse aujourd'hui savoir ce qu'on doit savoir sur cette question précise de la succession en Afrique, parce que davantage, de plus en plus, on voit des conflits qui naissent à cause de ces cas-là. Oui, mais les conflits naissent précisément parce que il y a ce que vous avez dit en l'entame de votre propos, le cas Hallyday. Pourquoi vous parlez cas Hallyday? Parce que nous avons été moulés dans la législation française, c'est tout. Or, nos ancêtres avaient encadré tout cela sans qu'il y ait ce que vous appelez passer par les tribunaux pour un quelconque jugement d'hérédité ou quoi. C'est cette incongruité-là qui fait que nous nous trouvons aujourd'hui dans un hybridisme qui, on ne sait pas s'il faut respecter le code civil, s'il faut revenir dans notre action, ainsi de suite. Or, là où on a fauté, c'est qu'on a oublié qu'au Cameroun, les lois règlent la société. Et qu'est-ce que nous avons dans nos sociétés que nous devons mettre dans notre corpus juridique? Qu'est-ce qui est inspiré dans nos coutumes, dans nos us et coutumes, et qu'on encadre, si vous voulez, donc que ce soit codifié. Et on a placardé, on a pris quelque chose ailleurs, on est venu placarder. C'est pour ça qu'à un moment... Sans tenir compte des voilà, réalités. on est en train de se constituer là pour porter plainte contre le code pénal et le code civil. Mais ça viendra. Maintenant, devenir clairement, nos familles africaines, c'est que l'aîné des garçons notamment, lorsqu'il naissait, c'était le premier à être épanoui. Le père lui démontrait, j'allais dire, là où il peut faire sa maison, là où il peut cultiver, ainsi de suite. Et c'est à ce moment que commençait le jugement d'hérédité. Le père lui dit maintenant que si je ne suis pas là demain, voilà comment tes petits frères, tes petites sœurs doivent être encadrés plus tard. Donc, jusqu'aux filles qui n'iront pas en mariage, si la fille n'est pas allée en mariage, voilà comment les encadrer. Si elle est en mariage, si elle va en mariage, et que le mariage ne réussit pas, voilà comment vous allez l'encadrer. Celle qui a accouché avant d'aller en mariage, cet enfant, on va attendre, il y a un délai qu'on donne aux géniteurs, au père biologique, il ne vient pas, l'enfant devient l'enfant de son grand-père. Et après un rite, l'enfant devient, j'allais dire... Acquiert le statut, le même statut que sa propre maman et les frères de sa maman. C'est-à-dire qu'il a le droit au même partage et tout, qui était bien encadré. Et généralement, c'est le dernier des garçons qui restait dans la famille, la case du père paternel. Et à côté de ça, il y en avait qui avaient des postes, des fonctions de notabilité. Au-delà, par exemple, comme moi je suis Mbombok, il a parlé de chef traditionnel là-bas, je peux désigner parmi les enfants, quel est celui qui prendra la charge de Mbombok ou de chef traditionnel, ou bien s'il est notable, qui est celui qui le remplacera là-bas. Mais toujours est-il que c'est l'aîné des garçons qui est le père, même s'il n'est pas, comme vous avez passé le terme successeur, je ne sais pas ce que ça signifie dans votre langage. Donc franchement, je ne sais pas. Mais il est le père, alors que le dernier des garçons peut représenter le père, a des tâches, j'allais dire, hautement au social, avec toute la prestance que c'est la donne. En droit aussi, il faut mettre aussi en perspective le droit et le code civil camerounais pour évoquer qu'il y a un partage d'égal à tous les ayants droit du DQUS une fois qu'il décède. Là encore, c'est une perspective qu'on peut mettre en branle, puisque les différents problèmes émanent du fait qu'il y ait souvent un flou et qu'il y ait une frontière qu'on n'arrive pas à mettre en place entre ce que prévoit la coutume, la tradition et ce que le code civil met en branle. Non, justement, le code civil a fauté à cet endroit précis. Maintenant, si votre sœur accouche, là, votre papa n'est pas là, votre sœur reste accouchée avant d'aller en mariage, quel statut vous allez donner à ces enfants lorsqu'elle va dire?
Elle est là. Quel statut vous allez donner à cet enfant? Vous allez dire de quoi? De leur maman, de leur... Non. La fille, en principe, n'a pas le même partage. La fille se rattache à un garçon. Maintenant, on sait qu'elle n'est pas allée en mariage. Aussi, hein, non, non. Vous évoquez un combat de féministes. Justement, justement, un peu, lorsqu'elle accouche, et le problème commence là où lorsqu'elle accouche, elle n'a pas elle n'est pas tombée enceinte après avoir couché avec son frère ou avec son père. Oui. Ça veut dire que le père de son enfant vient quelque part ailleurs. Et bon, quel est donc le statut de cet enfant dans votre code civil aujourd'hui? Et on va dire, voilà, alors que nous, on donnait un certain nombre de détails pour que si le garçon, s'il a fui, s'il n'a pas fui, s'il a été, on lui donne le statut après un rituel bien déterminé. Donc le code civil n'a pas intégré ces rituels qu'on faisait là. Bon, le code civil est resté dans le principe de l'égalité de tous devant la loi. Donc ici, le chef ne devait pas être embarrassé. Parce que en fait, même si le papa n'a pas parlé, on a un ordonnancement de pratiques dans nos coutumes. Bon, à quelques exceptions près, parce que la culture africaine, c'est comme un arbre qui a des branches. Qui a des branches, vous allez voir qu'à quelques exceptions près, tel clan, voilà, vous allez voir chez les Bété en Côte d'Ivoire, on a ajouté ceci, chez les Bamileke au Cameroun, on a mis ceci, chez les Fang du Gabon, on a admis ça, donc c'est des petites particularités qui incombent à la tribu. Mais toujours est-il que même si le papa n'a pas parlé, il y a un ordonnancement que le chef doit suivre pour rapprocher les positions. On ne laisse pas les enfants en dire « allez vous entendre », non. On ne peut pas Alors, le dire qu'ainsi. Charles Abel, qu'est-ce qui peut expliquer que ce père ait choisi ainsi d'opter pour le mutisme dans ce cas précis? Et est-ce que vous comprenez aujourd'hui toutes ces bisbilles qui existent entre les femmes pour s'accaparer le titre de celui qui va prendre la suite du père? Étant donné que même quand le père a parlé le plus souvent, je parle des cas de l'Ouest Cameroun, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire non, il y a eu une erreur, non, c'est pas si, non, une personne elle a acheté entre guillemets la succession. C'est des termes qui sont souvent utilisés et usités dans l'usage à l'Ouest du Cameroun. Alors, il faut dire que il y a un successeur. Mais la procédure employée n'a pas été la bonne. Lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on perd un chef de famille, c'est pas le jour où on l'enterre qu'on fait ses funérailles. Je suis désolé. Ça, c'est encore de l'hybridisme occidentalisé. On veut se débarrasser. Non. Il y a un temps d'évacuation de la douleur. Ce n'est pas là, on dit on fait enterrement, funérailles, ceux qui ne viennent pas louper. Non, non, non. Ça, c'est l'hybridisme et l'occidentalisation. Il y a un temps qu'on laisse. Qu'est-ce qui fait du successeur le successeur? Ce qui fait du successeur le successeur, c'est le crâne qu'il porte. C'est le crâne qu'on lui remet en lui disant, voici le crâne de ton père. Parce qu'on aura enterré le père, ça aura mis 1 an en terre, et vous savez que lorsque on enterre quelqu'un, 1 an après, la tête se détache. La tête se détache automatiquement du corps et remonte à la surface. C'est naturel. Enterrer n'importe qui, après 1 an vous revenez, la tête remonte. On récupère dans la tête et c'est là où on dit on peut désormais choisir le successeur. N'est successeur que celui qui tient la tête et qui va planter la tête. Ou il va garder la tête dans un lieu sacré, dans la case du crâne. Alors qu'on arrête. Pour être successeur, il y a tout un processus. Maintenant, le processus ne commence pas à la mort. Non. Le processus commence du vivant de l'individu. Il parle. Il se confie. Il peut prendre une seule photo avec tous ses enfants. Il prend une seule photo avec un enfant qu'il garde dans ses affaires, qu'il confie à un ami, qu'il confie à un voisin. Il peut faire la photocopie d'un seul acte de naissance qu'il prend, il garde. Il peut donner au chef de quartier, pas au chef de groupement, au chef de quartier. Oui. On ne parle pas de ces choses. Donc je dis on ne parle pas de ces choses pendant le deuil. Est-ce que le chef, parce qu'on n'associe pas les enfants, voilà. On n'associe pas les femmes, ça ne les concerne pas. On appelle les voisins, on appelle les amis et on appelle les frères. Séparément. Vous pensez que votre frère vous avez dit quoi ici?
Il dit non, il avait pointé tel. Merci beaucoup. On appelle les autres, les amis. Vous pensez de son vivant, qu'est-ce qu'il vous disait? Il nous parlait beaucoup de tel. Merci beaucoup. On appelle les voisins. On fait la somme de ça et c'est sur ça qu'on se base pour désigner. Et ce n'est pas les enfants qui désignent, c'est la famille paternelle qui vient, qui par un acte symbolique arrête le successeur. Donc à ce niveau, le chef lui-même s'est trompé. Mais il faut le dire, c'est que aucune des personnes que vous évoquez là ne dit avoir eu une quelconque confidence sur le cas du DQIUS, ce qui rajoute encore de la polémique dans tout cela. Alors, non, ça ne devrait pas, puisque en fait, c'est pas le moment. Voilà. C'est pas le moment. Donc, ceux qui savent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent rien dire. Et ils sont ahuris même par le comportement du chef qui dit « Allez vous entendre voilà. ». Les enfants, ils ont à faire quoi là-dedans? Donc, c'est lui qui devrait plutôt dire « Calmez-vous, je vais vous appeler voilà. ». Très bien. Alors, mais ce qu'on va remarquer, c'est que dans cette histoire, il y a que vous évoquez ici, Bob Bengan et Charles Hamel, la valeur traditionnelle d'une succession, mais également, il faut mettre en perspective le cas des biens immobiliers, parce que c'est souvent là où le bas blesse, et c'est là où effectivement se trouve le nœud, parce que chacun se bat pour contrôler le patrimoine. Non, Bobo vous a expliqué, vous voulez revenir, Bobo vous a expliqué que l'aîné est considéré comme le père, après plus il peut gérer un certain nombre de choses. Le cadet est le représentant du père, il est le père à lui-même. Donc, ne confondez pas les rôles. L'aîné a son rôle précis. C'est le bouddhisme qui fait en sorte que c'est la même personne qui est le père, qui veut gérer les biens, qui veut gérer tout. Non, c'est bien réparti. Voilà, très bien, sauf que vous dites l'hybridisme. Non, pas moi l'a dit, vous allez nous l'expliquer. Vous dites l'hybridisme, mais je peux vous dire que dans les différents... Sinon, puisque vous dites que le bien cause problème, ça n'a jamais causé problème lorsqu'on était resté dans notre cadre. Très bien, mais sauf qu'on parle d'un cas contemporain, des cas qui se présentent actuellement à nous, et comment on va faire pour résoudre ces cas-là. Alors Flora, oui, mais souvent que je vous dise que là, c'est clair que dans des familles, les gens se tuent, les gens se machettent pour des cas comme ça. Florazé, alors dans ce qu'on a dit ce matin, est-ce que vous estimez que le père a voulu, dans une forme de réconciliation de ce qu'on pourrait appeler les points de vue, ne pas se mettre à dos certaines personnes dans la famille, comme ces femmes, parce qu'il a 3 femmes, il a des enfants, on peut penser qu'il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de définir une personne tout de suite. Non, ado comment? Après la mort, il n'est plus. Non, sauf que Charles Hamel et Bob ont raison. Vous savez, quand on a... là, il crée une instabilité énorme au sein de cette famille. Et vous imaginez, lorsqu'on vit encore dans une sphère polygamique, le taux de stress que ça peut apporter au sein des différentes maisons, enfants et autres. Donc je crois que, vous savez, c'est du vivant qu'on planifie un certain nombre de choses. Et maintenant, pour éviter même qu'on aille aux tribunaux, pour éviter justement qu'on se tiraille pendant des années sur des biens qui pouvaient être gérés du vivant du papa ou du chef de famille, si vous voulez. Donc je crois que peut-être que le père en question, le défunt, avait une idée derrière la tête, je ne sais pas. N'avait-il pas confiance en sa famille, en ses enfants, etc. D'où justement sa démotivation à céder, voilà, à désigner quelqu'un pour gérer ses biens, Eric Fopoussi. Parce que quand vous avez mis des biens, je veux dire la gérance de vos biens sur X ou Y, après la mort, vous n'êtes plus là. Vous l'avez fait un point, c'est tout. On s'aligne tout simplement. Donc je crois qu'on voit tout simplement un type d'irresponsabilité ou alors des personnes justement qui à un moment donné n'arrivent pas à maîtriser les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Et justement, qu'est-ce qui explique? Et justement, quand on est dans ce type de foyer polygamique, alors soit peut-être vous n'avez pas été initié justement à gérer un certain nombre de situations, même au-delà de la mort, mais vous vous retrouvez, justement, ce sont des personnes qui, je veux dire, qui restent, qui se retrouvent confrontés à ce type de situation. Vous avez même carrément dans cette histoire un chef même, qui n'a pas peut-être eu la bonne attitude, parce que quand il demande à la famille de partir et de désigner, c'est pour qui justement il est mort d'homme, parce qu'on parle de bien, on parle de ci, on parle de ça. Maintenant, pour naturellement l'aîné
le successeur par intérim doit être l'aîné, c'est-à-dire le premier des enfants et tout naturellement. Mais maintenant, il faut un garant. Le premier des enfants ou le premier des garçons? Des enfants, pourquoi pas? Des garçons. Bon, des enfants aussi. Mais là, parce que la nuance des enfants, oui, mais moi je dirais des enfants. Voilà le dans débat. cette histoire, ils ont eu le temps de compter Mais tous les c'est enfants ça en de fait, ce c'est ça. monsieur. Il y a Ils une n'ont pas pris tout ce instabilité temps, donc. énorme. Et encore parce qu'on est dans un foyer polygamique, Eric Fopoussi. Bon, moi, je vais rester... je vais tout simplement spéculer parce que c'est très compliqué. Vous Voilà, connaissez ma très vision bien. par rapport justement à la vie Ok. des foyers polygamiques. Tendance, ça pose aussi un problème qui est aujourd'hui sur la table, celui aussi au moment donné à chacun des enfants de se créer son propre patrimoine et de ne faire du patrimoine du père que d'un petit bonus qui vient juste apporter voilà, un petit secours. Parce qu'on se rend compte que les enfants, dans leur tête, c'est un mantra qui continue à se faire. Qu'ils ne les aident pas. Vivent en lorgnant d'une manière obsessionnelle les biens de leurs parents. Oui, les enfants qu'on accouche qui sont tout en train de dire que l'argent de mon père c'est mon argent. Non, c'est chacun qui se bat pour avoir ses sous. Il faut se battre dans la vie. Un papa peut même prendre ses biens, il donne à un passant. Oui. Mais pour le cas, c'est Comme l'a très fait grave. Johnny Hallyday, Oui. pour le dire. Pour Oui. le mal, Uh-huh. un père peut se lever comme ça, bon. Il prend le testament, tout. Il prend les papiers de ses maisons, de ses terrains. Il donne même à un fou en route. Vu le comportement de ses enfants. Chaque enfant doit respecter son père. Un père comme ça qui n'arrive pas à donner le nom de son successeur avant de mourir, c'est très grave. Refaites l'examen de conscience. Nous sommes en Afrique, il y a ce qu'on appelle le nom. Et foyer polygamie, il y a tout qui se passe dedans. Le femme là-haut, le femme là, il parle de la sorcellerie, les écorces, les ceci, les cela. Donc quand un homme a plusieurs femmes, c'est chaque femme qui doit se battre pour avoir sa place, éduquer bien ses enfants. Apprendre à ses enfants le savoir-vivre. Comment est-ce qu'on respecte papa? Parce qu'il y a les hommes qui arrivent chez eux. Quand c'est dans le foyer polygamie, on ne s'occupe plus de lui. Même s'il rassure entre le soir, on dit que non, on va manger chez la première. La deuxième, tu as rassuré là-bas, va manger. Le jour qu'il arrive chez la troisième pour manger, on doit lui donner la nourriture dans le plat. Que prends tu manges dans le plat. Tout ça, ça marque le père. Que tu es à la maison avec un papa et les enfants sont là, papa ne peut pas parler à un enfant parce que sa mère va s'opposer. Le père regarde aussi ça. Ça le décourage, ça le déstabilise aussi. De trois, les enfants, quand tu n'accouches pas, on t'appelle bordel, tu m'as. Ça vous apprendra à rester manquer le respect à votre père. Parce qu'un enfant qui respecte son père, ne voit pas ce qui peut pousser un père même à ne pas dire, à écrire quelque part. Ou appeler même quelqu'un de la famille, dire que le jour que je ne suis pas là, pardon, mettez telle personne. C'est encore l'ondom qu'on met. Le chef même peut dire comme ça qu'il est en train de vous piéger. Il peut même dire parce qu'il veut vous piéger, que peut-être dans son cœur, il connaît celui qui est le successeur. Il vous piège. Mais chaque femme dit que les soeurs disent que non, ma mère n'a pas aussi fait les garçons. Telle personne a aussi fait les garçons. Ça crée les problèmes. Moi, en tant que femme, quand je vais parler, les gens vont m'insulter, me dire ce qui vient du fond de mon cœur. S'il arrive que je suis dans un... S'il arrivait qu'il était dans un foyer polygamie, d'abord qu'il ne refuse même pas des épouses. C'est que le premier jour que j'accouche le garçon, Flore, que je suis enceinte, même si l'échographie dit que c'est le garçon, j'attrape mon mari et dit que ouais, c'est comment avec le testament. On a le successeur. Je dis que c'est celui enceinte et que l'échographie montre que c'est un garçon. Non, le jour que c'est ma semaine, il dit que où est ton testament? Le nom de mon enfant, de mon garçon qui va accoucher vient en 30e position dans ton testament. Pour connaître la position. Le jour que j'accouche le garçon, il dit que fais ton testament devant moi, on voit. Si son nom vient en 8e position. Mais sauf qu'il ne te dira pas s'il a d'autres enfants avec voilà. Si son nom vient en 8e position, donne-moi pour que je sache. Non. Voilà, Florazé va lire les messages tout de suite et voilà, Florazé, allez-y. Alors on se dirige à l'Est Cameroun, on va dire bonjour à toute la population de Dimako, où Tengue Fabrice réagit, dit il pense que le chef peut décider voilà, sur l'avenir de cette famille. Non, quand on dit souvent décider, il y en a qui s'en prennent au chef. Après consultation, large consultation. Voilà. À Bali, alors on a une autre réaction. Le père a réussi son coup, diviser la famille. Non. Il a gâté son deuil avant de mourir. Non, il ne faut pas utiliser des termes pareils. Non, permettez, parce que nous sommes là. Il y a des cas comme ça. Si vous permettez en une seconde. Vraiment, en 30 non, parce que sachez que nous, Africains, sachons qu'il y a trois principes
qui dirige. Quand un enfant naît, vous savez, quand vous apprend que la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant, on dit, je ne mange pas chez toi. J'ai pris ma décision, mes fils. Donc, quand vous grandissez avec ça, ce qui fait que vous commencez à vous épanouir, à vous faire le chez vous, comme on dit. Quand vous avez fait le chez vous, ou alors vous avez intégré que, moi garçon, je dois avoir le chez moi, où je vais prendre mes décisions, où je vais appeler les gens peut-être en dessous, mais je vais dire, je ne suis pas l'esclave de tel, même si la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Alors donc, on apprend ça, c'est ce qui est appris, et malheureusement, c'est ce qu'on ne voit pas dans nos problèmes, et c'est ça qui apporte le problème dans nos familles. Oui. Florazé. Une autre réaction. Alors, ce matin, on a un téléspectateur, Amelon Jérémy, qui pense que pour lui, naturellement, il croit que l'aîné, étant considéré comme l'ami du père, a également le droit de désigner le successeur de son père sans contestation. Mais non, du côté d'un consul, j'ai ma mère. Un dernier message. Oui, un tout dernier de... voilà. Un téléspectateur qui dit qu'il a vécu la même situation dans son village à Fondeng. Le monsieur, un papa qui décède donc sans laisser un successeur étant mauvais. Vraiment. Voilà. Que les enfants aussi ont fait comment? C'est ce que vous l'insultez quand ils vivaient. Ils sont vivants. Vous l'avez méprisé. Mais il a gâté son deuil. Et c'est le moment pour nous, madame, messieurs, d'introduire la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses de l'État camerounais, alors qu'une réduction de train de vie leur est imposée. Dans tous les discours, le chef de l'État n'a qu'une seule phrase: réduction du train de vie, mise en place du plan triennal. Comment donc réduit-on le train de vie? Je m'interroge sur ce que gagnent véritablement les acteurs du système pour davantage voler et ne pas respecter le principe de réduction du train de vie. Comment comprendre qu'au moment où l'heure est à l'austérité et à la rigueur budgétaire, les institutions camerounaises mènent un train de vie princier? Comment imaginer que chaque année, un budget est alloué à la présidence de la République pour l'achat de matériel et mobilier de bureau, mais aussi l'acquisition et la rénovation des machines et matériels, dont chaque année on jette et on achète de nouveau, tant pis pour les autres. En termes de lubrifiants, frais de lubrifiants et carburant, la présidence de la République a un budget de milliards, un budget exorbitant par an pour le carburant, pour les frais de carburant, réservés ne serait-ce que pour le secrétariat général. Oui, on dépense beaucoup en termes de carburant dans l'administration publique. Ajoutons cela les dépenses en eau, électricité, gaz et haute énergie qui constituent l'un des principaux pôles des dépenses et à qui à la fin nous donne une dépense d'environ 120 millions de francs CFA par jour. S'il est un fait que le chef de l'État camerounais touche le moins en termes de salaire, il n'en demeure pas moins que ses avantages avoisinent les centaines de millions. 131 000 francs CFA de salaire par mois, frais de souveraineté se chiffrant à environ 30 millions de francs CFA, possibilité d'acheter le véhicule de fonction à un prix défiant toute concurrence et une commission de 10% sur les marchés publics. Pourquoi le président ne peut-il pas commencer lui-même par dire « j'abandonne les commissions de 10% sur les marchés publics que je perçois. J'abandonne. » Pourquoi ne peut-il pas faire comme les autres présidents en disant « mon salaire, je refuse ou je baisse encore mon salaire ». Nous parlons de réduction, la réduction du train de vie. À côté des consommations de la présidence, nous avons les salaires avantages de nos ministres. Au Cameroun, nos ministres sont rémunérés sur la base du décret du 27 juin 2000, ainsi qu'il suit. Un ministre d'État de la République perçoit 257 981 francs CFA pour le salaire de base, 217 387 francs CFA d'indemnité de suggestion et 319 283 francs CFA d'indemnité pour les charges particulières. Calculé à la main, un ministre d'État gagne environ 794 651 francs CFA.
Un ministre, quant à lui, se retrouve à 679 297 francs CFA, équivalent à 253 876 francs CFA de traitement de base, 171 975 francs CFA d'indemnité de suggestion et 253 446 francs pour les charges particulières. Le décret du 30 juillet 1980 leur alloue une indemnité de logement non soumise à l'impôt dont le montant est égal à 20% de la rémunération globale de fonction, et le décret du 25 novembre 1983 leur accorde à nouveau une prime non soumise à l'impôt et dont le montant est fixé à 100 000 francs CFA. Ce même décret prend également en compte les membres de leur famille lorsqu'il stipule dans son alinéa 4 qu'en cas d'hospitalisation, les membres du gouvernement assimilés et leurs familles sont classés hors catégorie et soumis aux mêmes règles en matière de retenue d'hospitalisation que les fonctionnaires. En outre, les ministres camerounais peuvent s'octroyer des véhicules allant jusqu'à 80 millions de francs CFA et jouir des fonds de souveraineté jusqu'à 30 millions de francs CFA. Imaginez donc pourquoi il y a tant de batailles tout autour de ces postes. Oui, savez-vous que la consommation mensuelle de certains ministres atteint les chiffres records de plus de 200 000 francs CFA? Qu'utilise-t-il chez lui pour consommer autant? On n'éteint jamais la lumière, tout reste allumé, tout fonctionne, des appareils énergivores. Savez-vous que les dépenses en carburant n'ont même pas baissé depuis qu'on parle de réduction du train de vie de l'administration? Après le ministre, nous avons dans ce pays les PCA et les directeurs généraux d'entreprise. Voilà alors les vrais boss. Au Cameroun, les présidents du conseil d'administration perçoivent des allocations mensuelles allant de 500 000 à 600 000 francs CFA pour certains, ou 2 millions à 1,5 million pour d'autres. À titre d'exemple, le PCA du FEICOM, rappelons-nous, qui avait ramené sa rémunération mensuelle à 1 million de francs CFA, à la différence de son prédécesseur, M. Ferdinand Kungwedima, qui lui recevait 2,5 millions par mois. Rappelons-nous qu'un seul homme est PCA de 3 entreprises, Eneo, la Mirap, le Cacher, pour un total de 30 millions de francs CFA le mois. Oui, les directeurs généraux les moins généreux s'octroyaient quant à eux un salaire mensuel de 2 millions et 2,5 millions de francs. C'est le cas des directeurs généraux de l'ANAFOR, de l'hôtel Sawa, de l'hôtel Sawa, de Cameroun Public Expansion, de l'hôtel Montfébé, qui tous avoisinaient les 2 millions de francs CFA. À côté de cela, Trump, les indemnités de logement, les frais de fonctionnement des hôtels particuliers, des dotations mensuelles de carburant, de téléphone, l'équipement des résidences et le renouvellement de cet équipement tous les 3 ans. N'oublions pas aussi nos élus. Oui, que gagnent nos élus? Si on s'en tient à leurs revenus, les députés sont loin d'être les plus mal lotis au Cameroun. Nos chers amis députés sont situés dans l'ordre de 900 000 francs CFA par mois, en plus d'avantages divers comme hôtel particulier, chauffeur, gardien, véhicule, frais de représentation, etc. Qu'ils soient en session ou non. À chaque session convoquée, l'Assemblée nationale donne plus d'1 million, 1,2 million francs CFA à chaque député en guise de prime de session. Hormis toutes ces sommes, chaque année, les députés reçoivent de l'argent pour financer des micro-projets dans leur circonscription. Voilà autant d'argent, voilà autant de boulots qui ne sont pas suivis, encore moins contrôlés. Au bout de son mandat, un député encaisse pas moins de 40 millions de francs CFA. Au début de chaque mandature, les 180 députés doivent percevoir des frais de mandat. Pour chaque député, il faut compter 10 millions de francs CFA. En plus de cet argent, ils ont droit, ces élus ont droit à un crédit automobile non remboursable qui est de 8 millions de francs CFA. Oh mon Dieu, de quelle réduction de train de vie parle-t-on lorsque tous sont tranquilles, ils sont à l'aise, ils se rabattent sur les impôts, gonflent par-ci les timbres, gonflent par-là les taxes, c'est encore le contribuable qui souffre. Le matraquage fiscal qu'évoque ce matin Charles Hamel est fort important à rappeler pour tous ceux qui nous regardent ce matin et qui peuvent comprendre pourquoi nous avons choisi de parler de cette volonté présidentielle de réduire le train de vie de l'État et de mettre
tout cela dans un contexte et au crible de la réalité, surtout quand le président parle de la rigueur dans la gestion de la fortune publique. Si on prend un exemple précis de chiffres qui sont liés au budget de l'État en 2018, vous savez, c'est 4 513 milliards de francs CFA. Et dans ces 4 513 milliards de francs CFA, on a 1292 milliards de francs CFA seulement consacrés au budget d'investissement public. Le reste, donc, c'est le fonctionnement de l'État. Et quand on calcule les chiffres, on est à environ 71%, je reprends, 71%, je reprends, qui est consacré donc au fonctionnement de l'État. Vous comprenez que dans ce contexte, on est vraiment, mais vraiment mal parti lorsqu'on regarde, lorsqu'on compare avec d'autres pays où les gens réfléchissent à mettre ce budget de fonctionnement sous la barre de 50%. Au Cameroun, nous montons à 71%. Alors, tout récemment, le Premier ministre a pris une mesure quand même fort intéressante où il évoquait que les PCA et DG d'entreprises devaient réduire et contrôler leurs visites, leur mission à l'étranger. Il parlait dans les avions de prendre beaucoup plus la classe business que première classe. Et demandait également de prendre des destinations moins onéreuses et qui ont des vols directs. Des mesures comme ça prises, mais qui ne suffit pas. Aujourd'hui, Boro Bengan a vraiment faire en sorte que l'État du Cameroun reste dans une orthodoxie de gestion financière qui soit propre à ce qu'on appelle chez nous ici la réduction du train de vie de l'État. Et vous avez tellement raison que je ne vais peut-être que rappeler un certain nombre d'approches que le gouvernement avait prises, je pense, depuis vers la fin des années 80 et qui n'a pas abouti. Vraiment, vous avez raison sur le problème. Vous vous rappelez sûrement lorsque le chef de l'État démarre la crise économique et il vous dit réduction du train de vie de l'État, retroussez vos manches, serrez les ceintures. Et il répétait ces mots-là, ces expressions-là, presque à chaque discours à la nation, à chaque allocution à l'adresse de ces jeunes compatriotes, oui. Au point où un jour, certains journaux, la presse privée ont dit, mais nous avons tellement serré la ceinture que nous n'avons même plus de reins. Pour pouvoir serrer la ceinture. Et nous avons tellement retroussé les hanches que les bras de nos chemises sont déjà au niveau des épaules. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en d'autres mots ce que vous avez dit. C'est-à-dire, on n'a pas voulu prendre des mesures de réduction du train de vie de l'État. La première mesure, c'est peut-être de revenir au niveau du budget de l'État. Regarder quelles sont les lignes qu'on avait accordées. Je prends par exemple le cas des présentations de vœux. Donc, chaque ministre organise une présentation de vœux avec ce que cela comporte comme commodité. Et comme faste. Voilà. Il y a certains séminaires, ateliers, on vous dit séminaire d'atelier, séminaire de renforcement des capacités de tel, séminaire de ceci. Voilà. Voilà, on peut donc regarder entre eux quels sont ces genres de séminaires qu'on doit recruter. Quelles sont, j'allais dire, les dépenses au niveau des achats des carburants, des voitures d'abord, et des bons de carburant qui s'accompagnent, qui accompagnent ces dotations-là. Mais l'autre chose également, c'est que on dit les fonctionnaires reçus ont réduit leur salaire, mais les militaires les ont maintenus les salaires exacts. Maintenant, lorsqu'on conserve les mêmes émoluments des séminaires et tout, mais pourquoi ne donc pas équilibrer ou alors amener le salaire des fonctionnaires à un niveau? On déduit tout. Donc, en fait, on a compris que, voilà, l'autre chose, c'est qu'en 92, le ministère de la fonction publique, il dit aux fonctionnaires, il est encore là, il a s'appelé Sali Daïrou, parce que peut-être faut dire les choses comme elles sont. Il dit, oui. En fait, nous fonctionnaires, rien ne nous interdit de faire les affaires. Donc, vous voyez, lorsque, à un moment, vous avez ces commodités, vous êtes encore au niveau des affaires, vous allez, vous avez, et quand dans les affaires, le ministre Kodoki parlait des intérêts croisés. Si je sais que j'ai soumissionné au ministère de M. Fopossi,
Fopossi. Mais M. Fopossi aussi a son épouse qui fait déjà que je sollicite pour les services traiteurs. Bon, vous savez, c'est toujours l'argent de l'État qu'on va sucer, qu'on va sucer, qu'on va sucer, qu'on va sucer comme ça. Et finalement, on n'aboutira à rien. Mais l'autre chose, c'était également, pourquoi pas, à quoi nous sert le Sénat aujourd'hui? Dans ce genre où on dit réduction du train de vie de l'État, le Sénégal, nos frères du Sénégal, ils nous ont montré dernièrement que non. Quand il y a la charge, mieux vaut d'abord peut-être sursoir au Sénat, parce que les régionales ne sont pas là, les sénateurs et les conseillers municipaux, il y a une fracture entre les deux. Bon, est-ce que le Sénat nous sert à grand chose? Le Sénégal a dit par exemple, bon, oui, on 22 milliards de francs CFA économisés et qui ont permis de construire une centrale photovoltaïque. Tout à fait. L'autre chose, je termine par là, et ce sont nos amis, hein, moi je les considère pas les amis, mais comme c'est des amis du Cameroun, du FMI, Christine Lagarde nous a dit, vous avez embrassé beaucoup de chantiers et ce n'est pas sûr que vous allez les terminer. Et c'est d'ailleurs mal ficelé. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui, l'homme Pangar, Natigal, Menkim, eau profonde de Kribi, et là, on a changé le projet, je demande au moins 6 fois, port en eau profonde, complexe industriel, port en eau maintenant, port autonome, ainsi de suite. On vous dit encore, si c'est de quoi pétrolier, bon, apparemment, on doit même y adjoindre la voie ferrée. Vous savez, on va comme ça, des zigzags en zigzag. Oui. Et maintenant, c'est l'argent qui part. Alors, prenons l'exemple, hein, l'exemple de la France, parce que cela va nous permettre de comprendre comment la mécanique là-bas est mise en branle pour faire en sorte que l'État puisse respecter ses engagements en termes de réduction du train de vie de l'État. C'est la Cour des comptes en France qui chaque année livre un rapport qui permet de savoir comment l'État a dépensé de l'argent, comment tout cela a été fait et si la dépense qui a été faite a apporté la solution à laquelle on souhaitait, enfin la solution au problème qu'on souhaitait résoudre. Donc, mais au Cameroun, on a une chambre des comptes à la Cour suprême qui pourrait également jouer ce rôle d'alerter l'État, de dire, bon voilà, vous mettez en place des marchés publics. Est-ce que vous savez que quand vous financez un bic, un stylo à billes qui coûte 100 francs et que vous le financez à 700 francs, le stylo, c'est dangereux pour les comptes. Oui, la Mercurial parlait de 1000 francs. Je suis gentil. Et voilà, vous êtes tellement gentil. Donc c'est pour dire que de telles mesures peuvent être prises pour faire en sorte que l'État soit un bon gestionnaire. Absolument. Parce qu'il n'est pas question qu'on demande à Florazé, par exemple, de bien gérer son patrimoine et que l'État lui-même soit un mauvais élève. Et en plus, là-bas, on saura si Florazé ont vraiment déclaré leurs biens. On sait que, bon, comme Florazé, on dit que chacun avait un immeuble évalué à tant et tant nombre de voitures. Si c'est vraiment exact, si ce n'est pas exact, vous êtes mis en examen. Le salaire même du président de la République est connu. On sait. Oui. Quand il dit lui-même, j'ai réduit, comme a fait Hollande, on sait que voilà. Et avant Hollande, bon, Sarkozy lui a dit, moi, non, ça ne suffit pas, je vais augmenter le salaire. À 122%. Voilà, tout le monde le sait. On connaît le salaire du président, on sait combien de voitures il a en privé et combien de maisons il a. Quand il veut acheter un appartement, c'est que le chef de l'État a envisagé acheter un appartement à Nice. Non, là, je connais. Et d'ailleurs, Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre des comptes du budget là-bas, avait lui aussi humain à partir. Là, alors le vrai épervier l'a pris dans ses serres. L'a payé, effectivement. Donc, Florazé, lorsque le chef de l'État parle de réduction du train de vie de l'État, et qu'on constate que dans les faits, dans la réalité de ce qu'il fait au quotidien, il ne cesse d'ouvrir les vannes pour toujours plus dépenser. Avec ce nombre de ministères, tout le monde parle de ministères obèses, de gouvernements obèses au Cameroun, il y a tellement de postes de ministres. Alors il en a augmenté quelques-uns tout récemment, et c'est lui qui parle de réduction du train de vie de l'État, veut dire à un moment donné, est-ce que les paroles sont suivies par les actes ou ce sont les actes qui suivent les paroles? C'est à vous de choisir. Non, Eric Fopossi, la situation est vraiment alarmante. Comme Mbombo Klassi bien dit, tellement de chantiers, mais c'est pourquoi au Cameroun on aime bien résoudre les problèmes avec la crise. Quand il y a la crise, on signe rapidement, on va décaisser, on va faire ci. Sauf que après, le Cameroun tout entier est en crise, mais constaté depuis un bon bout parce que on ne fait que décaisser, comme vous l'avez dit, on n'a pas de résultats palpables sur le terrain. On a besoin d'eau potable, on a besoin d'électricité, on a besoin
de la bonne bouffe. On a besoin autant et pratiquement dans tous les secteurs, on est toujours en train de piétiner sur place. Alors, dans tous les différents projets qu'on a au Cameroun, on est toujours parce que justement, si on avait cette bonne politique, on a évalué ici les rétrocommissions. Oui. On parle de 10%. Mais attendez, c'est devenu fondamental. C'est devenu fondamental. 10% sur tous les marchés. C'est devenu fondamental au point où... 10% ou 10%. 10%. Il a droit à 10% d'après les textes. Il a droit à 10% sur tous les marchés. Mais attendez, en termes de commission. C'est devenu fondamental au point où justement, quand vous avez quelque chose à faire, mais vous réclamez d'abord vos 10% comme vous voulez. C'est-à-dire que c'est ça qui est en amont. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas si le travail sera fait, le déploiement qui sera autour, non. C'est la rétrocommission. Et puis quand on a déjà encaissé... Non, je vais dire, la commission, quand on a déjà... Non, attendez, quand c'est déjà encaissé... C'est une commission, pas une Oui, quand la commission est déjà encaissée, merci Eric Fopoussi. Mais attendez, on s'est déjà engraissé, on n'a plus le temps, parce que le ventre est déjà très plein, on n'a plus le temps et assez d'énergie pour continuer, pour suivre les choses. Non, la réalité c'est qu'il faut qu'on continue. Le chef de l'État l'avait dit en 2012. C'est-à-dire quand on revenait, quand il sommait son discours de moralisation, justement quand on était en marge de la lutte contre la corruption et autres. Sauf que justement, ces paroles, les actes n'ont pas suivi ces paroles. Parce que si on était justement allé avec des actes durs, de sanctions, mais il faut penser aujourd'hui quand même on aurait vu une certaine évolution face au problème que le Cameroun vit. Donc réduction du train de vie de l'État, tendance, on se rend compte que nos ministres, nos agents publics sont ceux qui se pavanent avec les véhicules CA. D'ailleurs, c'est devenu des véhicules dans lesquels on porte des vivres frais pour aller au village et revenir du village. Ces voitures qu'on détruit comme ça en longueur de week-end. Et pourtant, c'est interdit. Et ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là font ça, mais vous accusez mon père. Tout l'ingrimba, quand vous l'attachez, ce n'est pas de sa faute. Ça, son nom est dans chez tous les marabouts, au Bénin, au Abamendao. Regarde, papa, mon père, fait tout le monde voit. Quand ces ministres passent le temps à faire comme ça, sans que on voit, quand vous passez le temps à faire comme ça, c'est pas mon père que vous attachez. Il arrive, il y a des moments où il dit, la dernière fois il avait dit déclarer vos biens. Après on a tourné, personne n'a déclaré ses biens. Tu crois que si on n'avait pas attaché mon père partout, c'est que les gens n'ont pas encore déclaré leur biens. Il faut un décret d'application de l'article 60 de la Constitution. Donc le dire avec la bouche, mais c'est vous qui l'attachez. Sans que dans un acte précis, ici il y a un décret d'application de l'article 66 de la Constitution du Cameroun du 16 janvier 18 janvier 96, ça devient un problème pour ce qu'il a dit. Papa, je vous dis que ça ne vient pas de lui. Ouais, Eric, pourquoi tu me fais parler? Combien de ministres partent marcher les écoles en prononçant le nom de mon père? Son nom à Bamenda chez les marabouts, c'est Papa Paul Biya. Au Bénin, c'est toujours son nom. N'en parlons pas, les gens qui dorment en faisant les mains comme ça, c'est l'attaché. Voilà, donc on a compris que... Ok, donc pour tendance... on l'attache. L'impossible réduction du train de vie de l'État est due à ces personnes qui attachent le président de la République, Paul Biya. Charles Hamel, un mot et puis rapidement. Alors, lorsque vous avez le président de l'Assemblée nationale, pour parler des élus, qui a 60 millions pour 5 ans, ça lui sert à quoi? Lorsque vous avez le vice-président de l'Assemblée nationale qui a 50 millions, ça lui sert à quoi? Lorsque vous avez les 5 autres vice-présidents qui sont dans l'ordre de 45 millions, questeur est assimilé 40 millions, secrétaire est assimilé 35 millions, le secrétaire général même du palais des Verts de Guayaquil dans les 40 millions, tout cela leur sert à quoi? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi le chef de l'État ne peut-il pas réduire ses voyages présidentiels? Limité à 1 ou à 2 voyages par an. A-t-on besoin de trop voyager? Calculons les voyages. On nous a dit qu'on était dans les 90 milliards pour le temps seulement qu'on aura dépensé. Mais en un an, on dépense combien? Est-ce qu'il ne peut pas alléger la suite? C'est la suite avec laquelle il se déplace. Et la suite de combien de ministres? À Genève. Combien? Ils vont dormir où? Ils vont manger quoi? Ils vont faire... Non, c'est trop. C'est trop en termes de dépenses. On nous a dit, il y a de cela 1 an, que la consommation en eau de la présence de la République avoisinait les 2 milliards de francs CFA. Mais dites-moi, on coule l'eau, on laisse l'eau couler comment à ce niveau de la présence de la République? Quel type de consommation on a à ce niveau? Trop de ministères, trop de commissions.
commission pour le bilinguisme, commission pour ci, commission de mise à... Ces commissions sont budgétivores. Trop de comités, trop de conseils nationaux. On a trop de conseils nationaux. Voilà le conseil national de la communication, de la consommation qu'on vient de créer il n'y a pas longtemps. Trop de comités. Alors vous voulez qu'avec ça, on fonctionne comment? Regardez, sous-préfet, des véhicules pas des moindres. Préfet, des véhicules pas des moindres. Gouverneur, des véhicules pas des moindres. Pour les ministres, je ne touche pas. En termes de fonctionnement, en termes de carburant, vous parlez de quoi? Pour les voyages, je coupe pour Eric. Pardon. Ne me faites pas chuter sur le plateau. Oui. Charles Amé, retire ton mot. Pour les voyages, bon, on peut vous fuir. Vous les citoyens camerounais qui le détestez. Quand il est là, sa tête vous énerve. Au moins quand il parle, Genève, on le respecte. Voilà. Maintenant là-bas, vous courez, vous pouvez danser devant son hôtel. Voilà. On vous envoie de venir danser devant son hôtel. Ok. Chez tous les présidents africains, pourquoi ce n'est que chez lui qu'il est hors du pays? Et l'autre chose, qu'on pourrait terminer. Vraiment, vous avez un ministre. En 10 secondes. Vous avez un ministre qui, chez lui, a 8 employés. 8 employés. Les domestiques, les laveurs. Non, mais il a des fonds de... D'accord. Merci beaucoup, cher Lamel, pour cette colère qui nous a permis de mettre le pied dans le plat de ces dépenses énormes de l'État du Cameroun et de son budget de fonctionnement obèse. On marque une pause. On est en direct sur Equinox Télévision. À tout de suite. Retour donc sur le plateau pour cette deuxième partie de l'émission. On a monsieur 10-12 le Zénith sur Equinox Télévision, la chaîne qui au-delà de l'image vous rencontre, vous le savez. Et cette deuxième partie va s'entamer avec vos différents messages, chers téléspectateurs fidèles qui nous regardez avec un plaisir non dissimulé. Je peux le sentir de ce plateau. Florazé, c'est vous qui vous occupez de nous rendre compte de ce qui a été reçu dans votre escarcelle, votre gibecière à SMS. Oui, Eric Fopoussi. Alors avec cette toute première réaction de cette seconde partie de l'émission, Fabrice qui pense qu'on ne devrait pas menacer justement un bon fonctionnaire justement vit de ses avantages et que lui procure son poste. Le dire menacer, c'est donc aller à l'encontre du bon fonctionnement de l'État. Voilà. L'article 2. Et je rappelle, et dans ce cas, parce que actuellement en France, il y a un débat sur le statut de fonctionnaire. Là-bas, ils souhaitent faire des contrats aux fonctionnaires en termes de performance et en termes de qualité de services rendus. Je pense que s'il y a un tel débat au Cameroun, ce serait compliqué. On le demande ici sur ce plateau, que ce soit que tous les fonctionnaires on procède par un recrutement avec un contrat renouvelable une seule fois. Voilà. À la suite de l'ordonnance 90 qui mettait certaines entreprises publiques et parapubliques en privatisation ou à la liquidation, le chef de l'État avait également engagé des contrats de performance avec les gestionnaires publics, mais sauf que ça n'a pas mis long. Ça n'a pas mis long. Il n'y a pas eu de suivi. C'est là, malheureusement. Voilà, je rappelle que la qualité de fonctionnaire reste régie par le statut général de la fonction publique et autres statuts liés à des régimes spéciaux concernant certains corps de métiers précis dans la fonction publique au Cameroun. Flores, on va continuer les messages. À Bodjango, on a Sumen Bed qui réagit, qui pense que... alors, il a essayé de passer par une petite parabole par rapport à la colère Chalamel. Que se passe-t-il si on vous retire une échelle pendant que vous êtes en haute altitude? Alors, je pense que cette mission serait suicidaire pour beaucoup de ces émissaires. Il faut simplement une alternance politique. Une autre réaction ce matin. Alors, pour changer les choses, nous devons donc aller voter et changer notre destin pour développer ce pays. Nous ne pouvons plus compter sur l'actuel régime qui continue de s'enrichir aux dépens des populations. C'est Cédric Mba, depuis Yaoundé, qui réagit. Et je tiens à faire une précision, Charles Amel et Bord sur ce plateau, sur le statut des fonctionnaires. Je rappelle qu'au départ, ça a été fait parce qu'on souhaitait qu'il y ait une forme de stabilité dans ce corps-là précis. Parce que vous savez, lorsqu'on gère les choses de l'État, il faut une certaine tranquillité dans son esprit pour mieux apporter le service public.
Mais sauf qu'au fil du temps, on se rend compte que cette stabilité-là d'ailleurs a créé donc des poches d'obésité où des gens préfèrent se nourrir, s'engraisser que de faire ce pourquoi ils sont commis par l'État précisément. Donc c'est ça les perversions de ce statut-là que nous relevons sur ce plateau et ce matin. À votre suite, c'est pour cette raison qu'on avait donc créé le contrôle supérieur de l'État et la réforme administrative. Oui. Mais malheureusement, ces structures-là semblent ne plus faire le travail. Rappelez-vous ce ministre qui tous les 6 mois refaisait la peinture, refaisait son bureau. Tous les 6 mois, il refaisait son bureau. L'argent provenait d'où? De ses fonds propres. Il estimait qu'après 6 mois, il n'était plus apte, il n'était plus en phase. Il fallait tout changer. On enlevait le meuble, on amenait un nouveau meuble. C'est comme ça dans son domicile. Les appareils, on change pratiquement tout. Mais c'est ça, c'est un laisser-aller. Et on parle de réduction du train de vie. Que le chef de l'État enlève cette phrase de son discours. Non. Qu'il enlève cette phrase de son discours. Puisqu'on n'ira pas n'implémente jusqu'à pas les actions. Le ministre Alamine Ousmane, mais du temps qu'il était aux finances, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait dit, je demande à mes collègues qu'en toute humilité, ils procèdent chacun dans son département à une réduction des poches de dépenses. Quand vous demandez à quelqu'un, il va l'arriver où? Il y a aussi une chose à relever aussi dans nos différentes administrations, c'est que j'ai l'impression que là-bas, lorsque un matériel est acheté et mis à disposition des usagers, ces personnes-là les utilisent pas en bon père de famille. Bien sûr. Parce que vous voyez quelqu'un utiliser un ordinateur de l'État avec une certaine désinvolture, on ne l'entretient pas parce qu'on sait que c'est l'État. Lorsque ce sera en panne, on dira il en faut un autre. Donc tous ces comportements-là, toutes ces façons de penser, cette manière d'être de Camerounais qu'on doit devoir aujourd'hui dénoncer sur ce plateau, sur un plateau comme celui-ci. À une certaine époque, au Cradat, à Bonamou Sadi, la majeure partie des bureautiques qui avaient là, ça appartenait à qui? Au directeur des ministères. Dans certains cas, vous voulez faire plusieurs copies, on dit attends, le soir, revient le soir. Oui. Les PTT étaient champions. C'est au PTT qu'on amenait tout le monde. Lorsque vous voulez même passer des appels, il y avait des call box qu'on avait installés là-bas dans certains bureaux. Ou lorsque vous voulez appeler, vous arrivez là-bas à partir de 18h, vous pouvez appeler au Mexique, vous pouvez appeler n'importe où contre 2000, 3000 francs. Vous appelez même en Papouasie. Là où vous voulez appeler, vous appelez contre 2000, 3000 francs. Il y avait c'était un business qui avait été mis en place. On veut également dire bonjour ce matin à tous ceux qui nous regardent au Carrefour Cradat à Yaoundé et ceux qui sont juste en face de l'école des postes et télécommunications là-bas à Yaoundé. Merci de votre fidélité sur Equinox Télévision. Flores, on continue avec les messages. Les messages à Yaoundé, on a Martin justement qui réagit, dit vous comprenez pourquoi les proches jubilent quand on nomme un de leurs ministres de la République. Donc on célèbre et puis... Alors une autre réaction, qu'est-ce qui changera? Le Cameroun pourra changer par le biais du vote et surtout que l'actuel régime en place est donc foutu. C'est Beten Agnala qui réagit. Voilà, merci beaucoup Florazé pour ces messages. Merci à tous ceux qui réagissent à ces différents sujets que nous mettons sur la table du Zénith ce matin. Place maintenant, madame, monsieur, à l'autre articulation, l'une des plus fortes de cette émission. Il s'agit de la revue des réseaux sociaux. Et c'est bien sûr vous, Florazé, qui êtes chargé de nous livrer les informations buzz. Eric Fopossi. Alors pour ce jour, on a donc 3 informations, mais la toute première, celle également qui a donc continue de faire le buzz sur la toile. C'est donc cet incendie de la résidence du ministre délégué Paul Tasson, qui a donc été installé dans le sud-ouest pour ce week-end, au lendemain de la fête marquant justement son entrée au gouvernement du 2 mars dernier. Pour rappeler les faits, comme cela se révèle également, la résidence du ministre est donc située dans la localité de Mokmbi, si je prononce bien, département du Lébialem. Et puis les premiers éléments d'enquête, en tout cas, révèlent un acte criminel terroriste, selon certaines informations. Et puis, on rappelle aussi que c'est au lendemain justement de cette fête. Et puis, étant allé dans son village, donc le samedi précisément 17 mars, pour donc arroser cette nomination. Et puis, cette fête également qui s'est soldée par l'enlèvement d'une trentaine de personnes, de ses invités en tout cas, dont le président du conseil d'administration du Cameroun General Certificate of Education, donc le professeur Aivo Leketambo.
donc, et bien sûr, qui s'est ajouté aussi à l'incendie de la résidence de M. Tasson. En tout cas, main criminelle pour cette information qui fait dans le buzz sur la tech et commentée par nos chers internautes. On rappelle aussi que récemment, commissaire à la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, il avait donc été, Paul Tasson a donc gagné la confiance du chef de l'État et avait été nommé ministre délégué auprès donc du Minepat. Voilà donc la situation qui prévaut sur la toile par rapport à ces deux informations couplées ce matin, Eric Fopoussi. Afrique, irruption des pauvres, société contre ingérence, pouvoir et argent. C'est un livre publié en 1994 par le sociologue camerounais et non moins théologien Jean-Marc Ella, que Bob Bengan apprécie beaucoup puisqu'il y a un livre qu'il a publié un peu avant 1994 quand l'État pénètre en brousse, un livre également fort évocateur, et là qui parlait de ces comportements propres au continent noir, des personnes qui se sont désormais léguées dans une forme de fanfaronnade. Vous voyez des gens qui sont censés gérer le pays, mettre en place des politiques de gouvernance qui puissent permettre aux populations de bénéficier des services sociaux de base, qui décident ainsi d'aller remercier le chef de l'État, d'aller organiser une marche pacifique à la gloire d'un seul homme, du président, du chef, du candidat naturel, comme on dit, dans les usages langagières là-bas. C'est donc ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on a conscience que la crise anglophone, que cette crise met en branle ces deux régions, nord-ouest, sud-ouest, et que là-bas, on a des zones de forte insécurité, comment on peut être aussi imprudent? C'est des questions qu'on pourrait mettre sur la table ce matin et en débattre ici sans avoir froid aux yeux. Bon, Benga, je commence par vous parce que cette information vous a touché, surtout concernant les étudiants de l'Université des Tchang. Comment ils ont pu se retrouver dans un charter? Ça prouve aussi qu'il y a une crise des élites. Comment on peut organiser une marche dans son village, dans une localité qui est considérée comme son village, et aller porter des gens ailleurs pour venir gonfler les rangs de ce qu'on prendra comme photo et dit au président, ben écoutez, chez nous là on vous adoube, hein, vous êtes le numéro 1, le champion du Libialem. Et pour ceux qui connaissent bien le relief là-bas, parce que je suis allé à Fontem, quand vous quittez Tchonk pour Fontem, vous passez par Fongo Tongo. Alors, on m'a dit tout récemment qu'il y a le bitumage en cours à Fongo Tongo, mais de Fongo Tongo jusqu'à Fontem, je vous dis, le relief est accidenté. J'y suis allé plusieurs fois parce que Fontem est à la limite de la région de l'Ouest, donc c'est la limite. Et les gens de Fontem sont peu ou prou des Bamileke, on va parce que même s'ils parlent anglais, mais c'est vraiment le même contexte, les Grassfield, ils parlent la langue. Et quand vous voyez comment se présente le relief là-bas, c'est très accidenté. Et on imagine que les étudiants qui sont allés faire des cours à l'Université de Tchang acceptent s'aventurer dans ce type de choses, de trucs, permettez-moi l'expression, c'est quand même flippant, ça fait peur pour notre pays, Bengan. Je pense que votre interrogation est fondamentale. Vous avez posé la question de savoir pourquoi une telle imprudence. Je pense que c'est ça, même dans les pays développés où, j'allais dire, les services de sécurité sont hautement équipés, ont des moyens. Vous avez vu, lorsque en 98 par exemple, la Corse remonte et commence à faire des choses et tout, on assassine même des préfets, et c'est ça les premières mesures. On dit aux gens, soyez prudents, et les forces de sécurité. Vous voyez le procureur de la République venir, les antennes, la radio, la télévision, donner quelques orientations. Vous voyez l'état-major de la gendarmerie ou même de l'armée, de la défense nationale, donner des orientations et des conduites à tenir. Donc, vraiment, votre question est fondamentale à ce niveau. Étant entendu qu'il n'y a pas longtemps, l'enlèvement du sous-préfet, du délégué régional, la santé, d'un certain nombre de choses, et avec ce climat, il était d'abord l'incendie d'une partie de la maison de Fundi, ainsi de suite. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui a poussé le ministre Paul Tasson à aller organiser de telles choses. Mais, comme c'est une pratique, et c'est vous d'ailleurs qui l'avez dit ici, et je partage cette expression-là, vous avez dit une proximité aérienne. Ça montre donc comment nos élites ne sont pas collées, et Jean-Marc l'a dénoncé, ne sont pas
c'est-à-dire ne traduisent pas, ne portent pas les souffrances et les espérances des populations. Ils sont vraiment déconnectés des populations de telle manière qu'on est obligé d'aller faire des charters. Or, ici, les charters, que vont faire les étudiants là-bas? Or, le chef de l'État lui-même a dit l'école, les écoliers, la politique aux politiciens. Laissez les étudiants, même lorsqu'ils viennent dire qu'ils apprécient les ordinateurs ou les pas ordinateurs, ça les regarde. Mais vous les prenez, vous les emmenez dans les meetings. Si c'était un opposant, on aurait parlé d'infiltration ou bien de manipulation de la jeunesse et tout. Voilà là où ça nous amène. Donc, vraiment, c'est très grave. Et cette chose-là, donc, soyons prudents. Encore que le gouvernement a engagé, au lieu d'engager le dialogue, voilà où cette situation va nous amener aujourd'hui. Est-ce que ce ministre nommé, d'abord, est le ministre des anglophones ou le ministre du pays? Là où représentait le Cameroun à la commission de la CIMA, et représentait-il les anglophones ou le Cameroun? Ça renvoie encore à l'autre chose, je termine par là. Lorsque les députés, les sénateurs SDF avaient demandé au gouvernement de venir expliquer qu'est-ce qu'ils ont comme conclusion dans les échanges que ces membres du gouvernement ont eus avec les populations, pour que ces échanges-là soient amendés ou complétés par les députés ou les sénateurs, on a refusé. Oui. Les députés, voilà, ils ont même passé au Vuvuzela pour appeler le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et surtout le Premier ministre à accepter cet échange-là. Voilà, ça nous amène aujourd'hui à des situations terribles. Et là, lorsqu'on engage la guérilla, ça c'est la guérilla urbaine, et ces terroristes-là, ils ne vont plus lésiner sur les moyens. En tout cas, actuellement, on parle de 100 millions de francs CFA comme rançon demandé par les ravisseurs. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est vraiment à quoi ça servait de faire cette descente? On sait que le professeur Aivo Leketambo, par exemple, qui est le PCA du GCE Board, a devant lui un calendrier très chargé d'examens. Le GCE n'a pas été bien organisé l'année scolaire passée. Où sont-ils? Y a-t-il vraiment, les gens fréquentent, les élèves fréquentent-ils dans ces deux zones? Voilà, dans ceux qui sont revenus dans la zone francophone, ils ont inondé les lycées ici, de sous-système anglophone. Comment organisent-ils les examens? Il ne s'occupe pas de ça, il va faire des meetings, des soutiens, des déférences ou de quoi au chef de l'État. Vous dites de quoi? Charles Hamel, comment vous avez accueilli cette information ou bien cette actualité du week-end, phare du week-end dernier? Une impopularité d'un individu qui a été nommé, qui est méconnu, maison retapée, parce qu'abandonnée depuis longtemps, retapée sur tous les plans. On a refait les jardins, on a aménagé la route, on a fait venir un programme pour réaménager la route parce qu'on attendait des étrangers. On a procédé à la déportation de toute l'économie de Yaoundé, traiteurs, alcool, tout pour venir animer le village. Mais comme on était sûr qu'il ne va y avoir personne pour manger et boire, on est obligé de déporter des buveurs et des mangeurs. Il n'y a pas mieux buveurs et mangeurs à qui on a demandé d'avoir veste, cravate et pantalon que des étudiants. Raison pour laquelle vous avez vu des bus chargés avec des coasters, des IAS, pas des coasters, des IAS chargés d'individus qui allaient célébrer la nomination d'un étranger dans son village. Voilà donc. Vous voulez savoir quel est le portrait? Voilà le portrait que je fais d'une cérémonie comme celle-là. Voilà le portrait. Donc, tout a été importé. Les villageois ne se reconnaissant pas dedans. Personne ne se reconnaissant dans cette histoire. Voilà. Alors, il faut dire donc maintenant que chaque ministre à qui on a reconduit, à qui on a confié une mission, doit savoir que on vous a nommé pour vous mettre au travail et non pour aller boire, manger, faire boire des individus que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Les étudiants qui cherchaient 5 000, ils ont eu 5 000. Mais ils sont où aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, c'était du côté de Tokombéré, où on avait téléchargé des étudiants de l'université de Marois, qu'on avait amené à Tokombéré pour défiler. À la fin, on les avait donné 1 000 francs et 2 000 francs. Ils ont engagé un sitting. Ça a été toujours ça. Et ça restera ça dans ce pays. Il est temps que ça finisse.
Oui, Tendance va également dire un mot sur cette actualité phare du week-end Tendance. Comment tu as accueilli ça? Je vais dire quoi, Eric? Uh-huh. Les Camerounais, j'ai comme l'impression que quand je parle, mes frères et sœurs, mes enfants se moquent de moi. Quand je vois le truc comme ça, depuis l'autre jour, j'ai les insomnies. Je vois que vous voulez que je meure avant mon jour. Quand on détruit, pour détruire c'est facile, mais reconstruire, c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a que partout on ne fait que parler de la zone anglophone? Partout on ne fait que parler de la zone anglophone. Il y a des moments où je reste comme ça et me dis que c'est déjà fini. Après, bang, les gars, ils lancent encore une autre bombe. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. On passe le temps à détruire. Les commissariats, les gars brûlent. Le drapeau du Cameroun, vous brûlez. Vous chassez les enfants dans la zone anglophone. Les enfants doivent là être pleins. Les lycées et collèges, c'est plein à cause de vous, les enfants que j'ai accouchés. Donc quand vous parlez là, vous faites comme si vous êtes assis sur vos oreilles. Tel que je vois la paix bonbon. Même si mon père se lève le mois prochain, il dit, chers compatriotes, je suis fatigué, quelqu'un d'autre va gérer le pays. Vous allez tout faire le désordre. Non, vous-même dites-nous comment on peut gérer quand il y a une situation comme ça. Quand il y a une situation, on regroupe, on assemble, on arrange, on ne détruit plus. L'acte de vandalisme, moi je valide. Le sous-préfet qu'on a kidnappé, on me dit qu'on l'a tué, bon, c'est vrai. On ne sait pas encore. Hey, si on l'a tué, je ne souhaite pas. C'est que vous m'avez... Si le sous-préfet est mort, c'est que c'est moi que vous avez tué. Quand on meurt, on ne revient plus. Comment ça arrive où, quand tu vas te connecter sur les réseaux sociaux, on va dire zone anglophone. Et on a des détournements des enfants. Zone anglophone, on a kidnappé telle personne. Zone anglophone, voilà telle maison qu'on a brûlée. Zone anglophone, voilà les gars qui s'entretuent entre eux. Faites quand même qu'on parle bien de nous. Vous voulez qu'il m'ait avant mon jour, Eric? Le gars à 28 ans, me voici déjà fini de bouffer. Si je meurs, prenez-moi à tous ceux qui habitent dans la ville. Fini où es-tu brilles comme ça. Prenez-moi qu'à ces gens-là. Également Florazé. Oui, Vous me voulez quoi? je veux m'aligner sur ce que Momok a dit. Très fondamental. Mais sauf qu'il ne faut pas que les uns et les autres pensent que peut-être on est en train de faire l'apologie terroriste ou bien justement qu'on cautionne cet acte. Non, au contraire. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser, surtout les jeunes. Il faut que ça s'arrête. Mais vous avez posé une question fondamentale. Est-ce que justement c'était, je vais dire, obligé, nécessaire naturellement d'aller faire cette descente et tout, de remercier, etc. Pourtant, il y a tellement à faire. On parle d'éducation dans ces deux régions, des parties très sensibles. Alors, donc il faut se fermer les yeux, dire qu'il n'y a pas de problème? Non, il y a un réel problème qui se pose. Comment faire? Est-ce que c'est justement dans ce laxisme? On a l'impression, on peint justement la société avec de fausses couleurs. Vraiment, si c'est rouge, il faut nous mettre la couleur rouge. Si c'est du bleu, mettez-nous du bleu. Et nous sommes là, nous avons cette responsabilité justement d'éclairer aussi, vous voulez, de mettre les problèmes où ils sont. Et pour interpeller les pouvoirs publics, ceux qui nous dirigent justement, de faire ce qu'il faut et d'arrêter le fanfaronnage et tout. Nous ne voulons plus la distraction. Parce qu'à côté de ça, justement, on a les actions et autres. Et on a justement cette jeunesse qui n'est pas peut-être assez fort mentalement. Et oui, parce que justement, ce sont ces jeunes faibles d'esprit qui ont réussi à manipuler et autres. Mais nous ne voulons plus ça. Il faut que ça change. Et ça va changer par des dénonciations tous les jours. Alors, vous gardez la parole pour l'autre information de cette matinée. Oui, Eric Fopoussi. Bon, on va rester justement avec le départ du couple présidentiel et des membres du gouvernement et quelques opérateurs économiques qui sont donc attendus en Chine pour une visite d'État prévue pour les 22 au 24 mars prochain. C'est une visite très importante pour le Cameroun. On rappelle qu'en dehors de la première dame, le président de la République est accompagné dans son voyage par des membres du gouvernement. Donc, on parle d'une centaine d'opérateurs économiques. Le chef de l'État camerounais aussi, on le rappelle pour les faits, donc répond à une invitation de son homologue chinois. Et puis, le président a donc parmi les premiers dirigeants et donc parmi justement à être reçu par le président chinois Xi Jinping, l'un des premiers dirigeants étrangers à rencontrer ce dernier, justement notamment les nouveaux dirigeants chinois. Et puis sur la toile, à travers aussi un article qui a été publié sur le site de la présidence, on a donc une invitation qui est donc illustration, qui est dit sur la toile de la place de choix que la Chine accorde justement à l'Afrique en général et en particulier au Cameroun. Et puis c'est le premier voyage officiel du président de la République à l'étranger depuis 3 mois. Plus d'une centaine d'opérateurs économiques, 115
En tout cas, ils sont plus de 100 justement qui accompagnent le chef de l'État dans ce voyage. Les internautes sont très gourmands. Donc on attend justement des choses palpables et très pratiques. Certains sont désespérés et pensent que ça n'amènera ça ne changera pas grand-chose. Les agriculteurs sur la toile s'insurgent et autres. En tout cas, on va attendre justement que les dates prévues se déroulent pour voir la suite des événements. Bon, Bengan, la première question c'est pour vous. Quelles sont, on va dire, pour vous, quelle est la signification de cette visite en République populaire de Chine? Et ensuite, avez-vous les attentes particulières de cette rencontre avec les autorités chinoises à Beijing? Vous savez, les indiscrétions qu'on avait eues en novembre 82, lors de passation de pouvoir entre le président Ahidjo et Biya, c'est que le président Ahidjo lui aurait dit 3 choses fondamentales. Parmi ces 3 choses, il aurait dit que les Chinois sont nos amis. Et les Chinois sont nos amis. Et il a commencé, j'allais dire, des relations, dans les termes diplomatiques, on dit les relations de coopération avancée ou soutenue, voilà, de coopération soutenue en 2000. Et ça s'est matérialisé en 2002-2003. Notamment, la Chine est venue ici après son entrée à l'OMC en 2002. La Chine envahit le monde. Mais vous allez remarquer que le palais des congrès, le palais des sports, c'est l'œuvre de la coopération chinoise. Je ne sais pas si les Français, les Anglais, les Allemands nous ont laissé j'allais dire, des souvenirs. Voilà, aussi beaux, aussi forts, je ne vois pas. Aussi imposants. Donc, au moins de la Chine. Vous voyez, avec les accords de coopération économique, pour revenir clairement à votre question, moi je vois une visite économique. Une visite économique, la Chine nous a déjà donné beaucoup d'argent, mais ce sont nos petits-enfants qui vont payer. Et la Chine veut donc surfer sur cela en disant, je vais battre les Français sur leur propre terrain. Je vais endetter le Cameroun au point où demain, lorsqu'il va falloir reconstruire le Cameroun avec n'importe quel pays, je serai là, je vais décider de ce qui va se passer. Maintenant, l'autre volet, et c'est là où je soutiens l'approche des opérateurs économiques camerounais, on ne leur dit pas c'est quel genre de relations de coopération le Cameroun signe avec la Chine. Vous voyez, en principe, ça devait être les joint ventures avec les opérateurs économiques camerounais. Mais les Chinois viennent, ils peuvent même vendre en gros, en détail, et même vendre les beignets. Les beignets, ils peuvent vendre la tomate, les beignets, ils vont vendre le haricot, ils vont vendre même le maquereau. Donc, c'est quel genre de coopération qui va tuer l'économie locale? Comment? Bon, peut-être que les Chinois, comme ils sont restés fermés, eux savent négocier. Ils ont vu la poussée occidentale dans le monde et ils ont dit, on va les battre sur leur propre terrain et tout. Donc, lorsque nos opérateurs économiques y vont, et que ici, quand un ministre comme Ambassal avait dit, je suis l'ingénieur de la République, il voulait inspecter et tout, et que même les sous-traitants camerounais n'arrivent pas là-bas, les Chinois peuvent vous taper, ils peuvent vous payer comme ils veulent, ils vous tabassent même. Vous rentrez et on ne fait rien. Ils entrent dans l'exploitation du bois, vous ne dites rien. Bon, je voudrais bien voir ce que nos opérateurs économiques vont profiter de ça. Donc, on aurait dû dire à la Chine, faites le gros, et les opérateurs économiques locaux vont faire le reste. Mais bon, ce n'est pas ce qui est fait. Là, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que la Chine que je connais, un peu, mon ami, ils ont pris le président en haut, ils vont signer ce qu'ils vont signer. Ils vont demander aux autres, de toutes les manières, attendez nos conteneurs. Lorsque ça va arriver au port, vous prenez, on verra avec vous. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la suite officielle du président de la République, on a Célestin Tawamba qui est le président du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, mais également Christophe Eken qui est le président de la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat. Donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Chalamel, doit-on craindre cette offensive chinoise dans les rapports du Cameroun avec l'extérieur? Bien, il faut davantage craindre. Mais le malheur, c'est que nous sommes asphyxiés. Nous sommes étranglés. Nous sommes au bord de l'asphyxie. Permettez-moi de me répéter. Et je crains fort qu'on ne tombe dans ce piège. Quand vous voyez le ministre des Travaux publics être dans la délégation,
vous voyez le ministre de l'eau et de l'énergie, vous vous rendez compte que c'est déjà 2 secteurs névralgiques à l'heure actuelle où on parle au Cameroun. Ça ne va pas. Il faut d'urgence qu'on résolve la crise énergétique au Cameroun, qu'on résolve la question des infrastructures routières. Posez-vous les bonnes questions. Quand vous regardez dans la liste de ceux qui l'accompagnent, les spécialistes du secteur de l'immobilier, vous vous rendez compte que ce n'est pas une visite d'amusement. De la santé aussi. Ce n'est pas une visite de la santé. Voilà, Ce n'est pas une visite amusement. Voilà les secteurs pour lesquels les Chinois veulent désormais s'investir. Voici les secteurs où les Chinois veulent désormais pénétrer. Il faudrait qu'on les présente tous les atouts, toutes les disponibilités, tous les secteurs vides et qu'on les donne des coudées franches. Parce que les Chinois ne viennent pas faire comme la France, coopération, ils veulent avoir les coudées franches pour s'implanter, s'imposer, réaliser et peut-être partir. Donc, le président du JICAM, oui, il a obtenu gain de cause, il bagarrait pour ça depuis d'être associé dans les prises de décision. Espérons que de là, de fortes mesures seront prises pour éviter que le chef de l'État et sa suite tombe dans ce boulot. Espérons que, comme d'habitude, comme ça se fait ailleurs, le gouvernement va accompagner, parce qu'on accompagne les milieux économiques, on ne les laisse pas se débrouiller. C'est le gouvernement qui les accompagne, qui leur dit, vous connaissez notre gouvernement. Vous connaissez notre gouvernement. Voilà pourquoi je le dis. C'est pour ça que j'ai des doutes. Mais vraiment, posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce que le Cameroun a à vendre à la Chine? Parce que nous avons le bois, nous avons l'énergie, l'eau poule, le barrage de l'Agdo, c'est la Chine. Et qu'est-ce qui a fait que le Cameroun ait pu prendre, comment vous appelez ça, les centrales thermiques à fuel lourd, qui n'ont pas pu, alors que nous avons l'eau qui coule? Donc quand on vous écoute à énoncer, ce n'est que des matières premières, ce n'est que... qu'elle n'a pas. Que la Chine n'a pas. Mais la Chine n'a pas de matières premières, elle n'en a pas. C'est beau de dire ce que vous dites. Alors, soit. Okay. Je alors, mais toujours est-il que vous avez Célestin Tawamba qui est le président du JICAM qui y va. C'est aussi l'occasion de voir dans quelle mesure mettre en place des possibilités pour les entreprises camerounaises de gagner des marchés sur le sol chinois. En principe, ça se passe de cette manière. Lorsque ça se passe de cette manière. Oui. Vous regroupez les opérateurs économiques camerounais par secteur d'activité. Et le gouvernement leur dit, vous savez, nous n'avons pas d'argent, on négocie. Vous qui négociez les relations d'affaires. On l'a rappelé au chef de l'État ici en mai, je pense 2016, lorsqu'il a fait ce forum Investir au Cameroun. Qu'est-ce que le même Barroso qu'il a mis comme coordinateur de ce truc, Tony Emoulegou lui a dit, Dangote lui a dit, nous voulons faire les affaires avec vous, mais nous voulons avoir nos frères camerounais avec qui nous allons délever l'affaire. Le gouvernement met seulement un cadre réglementaire. Lorsque c'est le gouvernement qui vient négocier les plaques solaires, le coupe de bois, tous ces titres, vous allez négocier quoi? Un ministre va vous dire, j'ai combien dedans? D'accord, il vous donne un permis de coupe de bois, alors qu'il y a bien de il ne va pas vous exiger une série. Est-ce que maintenant, si c'est Tawamba qu'on met devant avec Ken, je ne sais pas, avec Ayangma ou avec qui, ils vont lui dire, bon, voilà le secteur du bois. Il faudrait le transfert de technologie. Nous sommes prêts à le faire. Les usines, on va faire des menuiseries de telle envergure, de telle manière que les meubles qui sortiront du Cameroun, voilà. Ce n'est pas le gouvernement qui négocie ce genre dans la et même l'ordre des socratique qui veut en dire, voilà. Je continue dans la maïeutique socratique. Voilà, vous souhaitez réagir à ma question de savoir effectivement. Mais je vous l'ai dit, faites un tour au Congo. Nous utilisons les téléphones portables. Oui. Savez-vous que la substance essentielle avec laquelle on conçoit ces téléphones portables vient du Congo, pas très loin, et que cet empire-là est géré par les Chinois. Mais c'est que de la matière première. Mais c'est ce dont je suis en train de vous dire que la Chine, elle a besoin, vraiment grave. Elle est à la recherche de cela. Elle a besoin de cela en termes de compensation. Elle s'investit. C'est vraiment grave ce que vous dites. Faites le transfert de technologie. Pourquoi la Chine exige à la France, je veux acheter 150 Airbus, venez le faire chez nous. C'est dans ça, effectivement. Faites le transfert de technologie. Je voulais qu'on arrive, ce transfert de technologie. Mais ils ne sont pas prêts. Capables. Ils ne sont pas prêts à la Chine. Ils ne sont pas prêts. Regardez, depuis on parle de l'usine de montage
les usines de montage, d'assemblage de véhicules made in Cameroun. Mais c'est pas ici. On parle de la conception, la confection. Regardez même les usines, les petites usines que vous avez. Les Chinois n'emploient pas les tracteurs agricoles, toutes ces machines agricoles, on peut bien les mettre ici. D'accord. Maintenant, si c'est Yang Mag et Christophe Keng, qui, je ne sais pas qui négocie ça, ce sera le transfert de technologie. Oui, et on verra bien comment le Cameroun puisse s'industrialiser parce que, vous le savez, lors du récent Cameroun Business Forum, c'était financement des PME et surtout renforcement du tissu industriel. Donc le Cameroun en a fort besoin pour se développer, c'est de pouvoir s'industrialiser à souhait et à suffisance au final. Alors, on va prendre l'autre information parce que le temps qui nous est imparti commence à s'écouler dangereusement. Florazé, allez-y. Oui. La toute dernière, je vous emmène en Russie pour parler justement de cette présidentielle 2018 où Vladimir Poutine est donc une fois de plus aux commandes. Il a donc été réélu donc ce dimanche 18 mars pour un 4e mandat à la tête de la République fédérative de la Russie. Et puis avec un score largement au-delà des prévisions qui est annoncé selon les sondages sortis des urnes. Monsieur Poutine reste donc au Kremlin jusqu'en 2024. Alors après la fermeture justement des derniers bureaux de vote. Et puis on a donc ce score, le premier sondage de l'Institut officiel Vizsium qui donne donc au président russe, 65 ans déjà, 73,9% des suffrages, bien plus que les 63,6% en 2012. Et puis il dévance largement ses concurrents. On a 11,2% pour Pavel Grudinin, le communiste. On a l'ultranationaliste Vladimir Erinvoski qui est avec 6,7%. Et puis la journaliste Senia qui, elle, justement, est avec 2,5%. 73,9%, c'est énorme. En tout cas, pour ce 4e mandat, M. Vladimir Poutine est donc aux commandes de la Russie. Voilà donc l'information qui a donc fait le buzz et qui continue justement de buzzer sur la toile. Alors, il faut dire que c'est dans un contexte particulier où la Russie est actuellement en bisbille avec le Royaume-Uni suite à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal et de sa fille. Donc, ça montre quand même que Vladimir Poutine continue à renforcer sa base et que la géopolitique du monde entier restera quand même équilibrée sur un nombre de dossiers qu'on a actuellement. Charles Hamel, le nucléaire iranien, le dossier syrien, mais également cette question de l'ex-espion russe Sergei Skripal. Alors, il faut dire que ce qu'on reconnaît à Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est celui d'avoir relancé l'économie. Il a véritablement travaillé à ça et on lui est reconnaissant pour avoir boosté véritablement l'économie de son pays. À côté de cela, on ne va pas oublier le lobbying qu'il a joué à l'international. Il s'est concentré fortement sur l'international et c'est en train de porter les fruits au niveau de l'international. Donc voilà les deux pans, les deux piliers qui ont joué en sa faveur. Sauf qu'on a une opposition qui se dit bâillonnée, qui se dit bâillonnée. On accuse de tripatouillage, on accuse, vous savez, dans les élections, mais est-ce qu'il faudrait se pencher là? On dit c'est un 4e mandat. Est-ce que 4e mandat voulait dire longévité à la Russe? Il faudrait se poser des questions. Toujours est-il que la nation tout entière reconnaît en Vladimir Poutine celui-là qui aura véritablement impulsé, imposé l'économie, imposé même le pays au niveau de l'extérieur à travers des décisions, des tentatives de décision et surtout, on va dire, des innovations. Donc, le lobbying extérieur à l'international a joué. Est-ce que l'opposition qui se dit bâillonnée va réagir? C'est là où est toute la question. D'accord. Il faut aussi dire que la Russie a tout récemment pris une position sur la présence de forces européennes dans le Sahel et cette force G5 Sahel qui se constitue de plus en plus. C'est la Russie qui a dit ne pas avoir des réticences sur l'efficacité de cette force-là au Sahel. C'est de ce point de vue un message fort que la Russie envoie pour nous, Africains, qui regardons la bataille qu'il y a entre les Occidentaux sous fond de guerre froide. Pour ceux qui savent, c'est qu'a été la guerre froide juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une très très bonne chose que la Russie ait un président vigoureux, un président attentif à la géopolitique mondiale et un président jeune. Même à la fin de ce mandat, il aura 71 ans, donc il pourra encore postuler. Moi, j'aime des gens comme ça, qui vont amener l'équilibre
Parce qu'on vous dit la toute-puissance européenne, la toute-puissance américaine, voilà un bonhomme que j'apprécie. On vous soupçonne même qu'il a intégré le système américain. On dit oui, les droits de l'homme. Attendez, il y a des droits de l'homme aux États-Unis? Ou pendant le vote, le vote d'un citoyen de la Corride n'est pas de la Floride, n'est pas le même vote qu'un citoyen de Washington, n'est pas du Nevada ou d'autres, où les citoyens ne sont pas égaux au vote. Vous me dites que c'est ça la démocratie? Non, attendez, vous me dites que c'est ça la démocratie. Et que là-bas, parce que les opposants, il y a combien de partis politiques aux États-Unis? Non, laissez-nous passer. Chaque civilisation a ses us et ses coutumes. Il faut les adapter à la réalité, à la réalité du monde. Et vous allez à la conquête du monde. Donc voilà les bons gars. Voilà un bon bonhomme qui nous apprend, nous Africains, si on voulait vraiment être souverain. Un mot également pour c'est mon troisième pays d'accueil, la Russie. J'étais là-bas à Moscou. Mais ce que maman a dit, il y a des autres parties que je voulais dire, mais tu as dit, bon, c'est bon. Mais juste à titre de rappel à mon français que la Russie, c'est mon troisième pays d'accueil. Très bien. Il fait froid là-bas jusqu'à... c'est vrai. Qu'est-ce que la Russie? Moi, je voulais rentrer sur le Cameroun. Les gens qui disent qu'ils n'étaient pas en Russie, dites qu'ils m'en voient. J'étais à Moscou en Russie. D'accord. Là-bas, le froid. Très bien. Merci, Tendance. On va aller prendre l'interpellation de cette matinée tout en concluant cette séquence liée à la revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, merci infiniment de renouveler votre fidélité à votre chaîne de télévision. Il faut écouter un élève échanger avec son camarade de classe. Vous allez vous demander s'il sort de l'école. Puisqu'il ne parle que ce style de français qu'on appelle crew partout. Donc on comprend juste que ces enfants, ils ne vont pas à l'école. Ils partent à l'école, ils partent, c'est discret en fait. L'école est devenue un endroit de tourisme pour les jeunes. Tout juste parce que les jeunes ne rêvent plus. Les jeunes ne rêvent plus. Pourquoi? Parce que, rendez-vous compte, si dans notre pays on n'a plus de modèles, si dans notre pays on peut jouer avec le concours de lyrique, le concours de l'ENAM, quel est le jeune qui peut prendre encore l'éducation au sérieux dans ce pays? Nous on aimerait que les hauts cadres de ce gouvernement se rapprochent des jeunes. Ils doivent connaître le problème des jeunes. Ils ne doivent pas aller discuter ça à l'Assemblée nationale. Ils doivent échanger avec des jeunes, faire des descentes dans des universités parce que ces jeunes-là, ils ont des idées. Ces gens-là sont passés par là pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi ils empêchent les autres d'arriver? Ils empêchent les autres d'arriver. Nous, on veut que tout change. Moi, je veux que en 2018, le maire de la communauté de Douala-Croisième ne soit plus un maire qui n'est pas connu par 10% de sa population. Qu'il soit un maire qui est connu par tout son arrondissement. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont proches de nous. Les gens qui passent le temps au bureau à prendre des décisions, regardez partout. Les maires ont détruit les marchés. Ils installent les gens sur la route de partout. Mais s'il faut parler au Cameroun, on va parler des Benskiner qui se comportent mal. Qui se comporte bien dans ce pays? Qui? Voilà, un contenu assez chargé de l'interpellation de cette matinée concernant la jeunesse camerounaise. On n'est pas fatigué d'évoquer des thèmes liés à la jeunesse, à leur éducation, à leur bienséance, et à leur avenir aussi, à leur langage, aux politiques qui sont menées pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes-là s'épanouissent et se mettent en mouvement dans un pays comme le Cameroun. Alors Florazé, c'est à vous que je passe la parole en premier, puisque vous n'avez pas beaucoup parlé dans le cadre de votre rubrique, la revue des réseaux sociaux. Je vous donne la parole pour faire un commentaire sur ce qu'a dit le compatriote. Oui, puisqu'on parle d'éducation, c'est un domaine très sensible au Cameroun. Et puis le citoyen a dit quelque chose de très important. Il dit, les jeunes ne rêvent plus, oui, parce qu'il n'y a pas une véritable politique d'encadrement des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, chaque jeune est déjà motivé par la débrouillardise parce qu'il sait, oui, je vais même aller à l'école, je vais même continuer et tout. Et puis, est-ce qu'après ça, j'aurai du boulot, etc. Donc, il n'y a pas une véritable politique pour accompagner. Alors, ce n'est pas également un moyen de dire aux jeunes d'abandonner. Non, au contraire, de continuer à espérer. Mais, sauf qu'on a aussi l'impression que soit nos élus du peuple, bref, ceux qui nous dirigent,
sont tellement déconnectés de la réalité que nous vivons. Les infrastructures qui accueillent les élèves de la base au supérieur se retrouvent dans quel état? Comment voulez-vous que les jeunes reçoivent une instruction fiable dans ce type d'encadrement? Comment voulez-vous qu'un enseignant, justement, qui ne réussit pas à avoir sa pétence, retransmette le savoir, ce qu'il a reçu, dans des conditions aussi précaires? Voilà dans les situations basiques. Tant que ce n'est pas réglé, c'est clair qu'on ne pourra plus rêver. L'enseignant viendra là parce que justement, il attend peut-être qu'on fasse, je ne sais pas, peut-être parce qu'il ne veut pas rester dormir à la maison. L'enfant viendra peut-être parce qu'il ne veut pas rester évasif et tout, entrer dans les clans de gang, etc. et tout. Et on se retrouve justement dans cet amalgame, dans cette anarchie, dans ce désordre, pour ne plus avoir des personnes fiables à proposer. J'ai toujours dit que moi, même au sein justement de cette République, on a des leaders, ou alors des jeunes qui sont formés pour être des leaders de demain. Oui. Mais tant que la politique, je vais dire les politiques qui nous dirigent, n'établissent pas une véritable ambiance pour justement élever les jeunes, on restera dans cette situation où on tue la jeunesse, on tue l'éducation pour quel lendemain alors et pour quel objectif? C'est ça la réelle question. Il y a quelque chose qui m'a amusé dernièrement, je ne le citerai pas. Un élève, on veut le punir, il dit au surveillant général, mais monsieur, laissez-moi appeler mon mater. Donc, il continue à causer mon mater. Un langage qu'on utilise dans la scène d'un établissement public. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ma mater ou parce que... Ma mater. Il dit à son surveillant général, non, laissez monsieur, je vais appeler ma mater. Donc, voilà. Voilà le langage. Et dans un autre lycée, je ne citerai pas, on met un programme, on dit il y a des zones dangereuses, où on vous dit interdit, même le surveillant général n'y va pas. Oui, au sein de l'établissement scolaire, oui, absolument. Les zones dangereuses, on dit même ne vous y aventurez pas, il ne faut pas parce que là, on fume, là, on utilise les lames, les couteaux et tout. Mais, attendez. Voilà, c'était donc là le sujet d'interpellation de ce lundi matin. Nous sommes le 19 mars 2018. On va à présent parler de santé avec Vombio. Et pour en parler sur ce plateau, au plateau B, nous accueillons Constilamine qui a reçu un prix. Il sort d'un week-end enrichi, auréolé par un prix du meilleur concept. Donc, et puis, il n'est pas pareil comme d'habitude. Constilamine, il a fait tomber. Voilà. Bonjour Constilamine. Oui, bonjour Eric. Tu sais, quand on vient de recevoir un prix, on devrait l'arroser avec une fraîcheur nulle autre pareil. Hein. J'ai bien voulu être très élégant ce matin. Ça peut d'ailleurs se remarquer. Oui, très élégant. Très élégant ce matin. Alors, merci beaucoup, Kenny Tendance. Alors, je viens donc, d'abord, avant de parler du bon du Oméga 3, je tiens déjà à dire merci à tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 de Zénith et à tous les auditeurs de la radio et télévision Equinox et bien sûr à tous les clients du concept Salaka, que votre concept que vous aimez tant, votre concept que vous adulez tant, et bien sûr le meilleur a été donc décerné, meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2017. Voilà donc le prix que je viens vous présenter ce matin officiellement, un prix qui a été décerné par la Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO, à l'occasion bien sûr de l'édition des Awards 2017 qui s'est tenue ce vendredi à Douala, et le concept Salak a été parmi ceux-là qui ont reçu un prix, hein, ça il faut le rappeler, le prix du meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2017. Très bien, voilà. C'est compris. Vraiment, félicitations, bravo Constilamine, et que vous continuez à toujours nous faire plaisir vos différentes ventes. Place maintenant aux produits Vombio. Voilà, place à présent aux produits Oméga 3 qui fait partie d'ailleurs des produits commercialisés par le concept Salaka. Pour dire tout simplement, chers auditeurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui, plus besoin, bien entendu, hein, de dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC, alors qu'on peut prévenir son AVC. Et aujourd'hui, la meilleure solution, la solution idéale, c'est d'avoir, bien entendu, son Vombio Oméga 3 à la maison, de le consommer chaque jour, à savoir une gélule par jour pendant le repas. Oui, le Vombio Oméga 3, comme je l'ai si bien dit, vous permet de prévenir les AVC. Le Vombio Oméga 3 vous permet, bien entendu, hein, de réduire les complications du diabète. Il vous permet également de garder de la bonne humeur à longueur de journée. Le Vombio Oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ça, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, il est question déjà pour chaque
chaque téléspectateur qui me regarde en ce moment, qui m'écoute en ce moment, d'aller dans nos différents points de vente qui sont 2 au total. Aujourd'hui, on a bien entendu le premier point de vente, c'est du côté du magasin 1001 tapis, en face de Palais d'Ika. Et le second point de vente, c'est du côté de Ange Univers, en face Beneficial Life à Aqua. Ou alors de nous appeler directement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, que ce soit pour des livraisons, pour des commandes. Vous avez donc 2 numéros de téléphone, à savoir le 650 28 44 51 ou alors le 95 06 60 50. C'est très important, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, une boîte de Von Oméga 3 coûte la somme de 5 000 francs et dans chaque boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, ça n'a pas d'effet secondaire, ça je vous le rappelle. Hein. Pas besoin, bien sûr, de mettre les médicaments qu'on a l'habitude de prendre de côté. Si vous êtes sous traitement, consommer le Von Oméga 3 n'empêche pas la consommation des autres médicaments pour répondre aux questions de certains téléspectateurs. Je rappelle, c'est une gélule par jour pendant le repas. Il prévient contre les AVC, il prévient et réduit les complications du diabète, il vous permet de garder la bonne humeur, il vous permet de faciliter, bien entendu, la fragilité de vos articulations, il vous permet également, chers téléspectateurs, ça il faut le rappeler, hein, d'être toujours en forme. Aujourd'hui, plus besoin d'aller dépenser des centaines de mille. Passez vos commandes dès à présent. Vous êtes du côté de Yaoundé, vous êtes du côté de Mbalmayo, de Bolova, de Kansamba. Quel qu'en soit où vous êtes, les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Appelez-les dès à présent et soyez livrés à domicile. Je rappelle, c'est le 650 28 44 51 ou alors le 95 06 60 50. Voilà donc les 2 numéros de téléphone qui vous permettent d'avoir votre Von Oméga 3 à la maison. Et ceux, bien sûr, qui veulent venir directement dans nos points de vente, vous avez 2 points de vente à Douala uniquement. Le premier point de vente, c'est à Aqua, en face du Palais d'Ika, au magasin 1001 tapis, qui est d'ailleurs le point de base du concept Salaka. Et le second point de vente, c'est toujours à Aqua, en face Beneficial Life, à Ange Univers. Nous sommes ouverts tous les jours de lundi à samedi à partir de 8h30. Une fois de plus, merci à tous les téléspectateurs et je ne saurais partir, Eric, sans dire merci au président directeur général de la radio et télévision Equinox, ce PDG qui a accueilli et qui a ouvert les portes au concept Salaka, sans oublier Madame Makoudjou, Madame Tembe, Madame Vicky Nemale, toute l'équipe de l'émission 10 sous le Zénith et bien entendu un merci particulier à notre papa, je l'appelle généralement mon père, Monsieur Théo Mbiamou, qui est le directeur d'exploitation de la radio-télévision Equinox, sans oublier la ravissante Kenya Tendance, les caméramans, les réalisateurs, toute l'équipe de la radio-télévision Equinox et de la Nouvelle Expression, cette équipe de médias qui accompagne et qui soutient le concept de Salaka. Et je vous promets, pour cette année 2018, d'être toujours au top, question de braver toujours les prix comme celui-ci que j'ai reçu vendredi. Merci. Non, il y a une grande fête. À très bientôt sur le plateau B d'Equinox Télévision. Merci beaucoup. L'émission Le Zénith se poursuit. Quelques messages avec vous, Florazé, rapidement, pour qu'on puisse d'ailleurs mettre en perspective les différents messages qui sont envoyés. Et pour ces téléspectateurs qui souhaitent justement réagir, interagir avec cette émission aujourd'hui. Donc merci infiniment à vous qui nous retrouvez sur Equinox Télévision. Par rapport à l'interpellation, il y a un téléspectateur qui pense que l'influence des médias et films occidentaux sont aussi à l'origine. Les élèves ont pour modèle des fumeurs de drogue, de ce manque d'intérêt pour l'école. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas d'encadrement pour eux. Et puis, une autre... voilà, le positif. Il y a Joël qui pense qu'on exagère un peu, voilà, de critiquer, on ne voit jamais le positif. Voilà. Ce jeune Camerounais a tout dit, parlant d'interprétation, il y a des stimulateurs, pas de reformateurs positifs, pas de motivation intrinsèque et extrinsèque, d'où les jeunes ne rêvent plus. Christian, depuis la cité Sika, je pense que tout est voué à l'échec. Okay. Et un dernier message. La production est moins coûteuse en Chine parce que les taxes sont faibles, la main d'œuvre bon marché, toute initiative est donc positive, donc produit à la production et donc à encourager par le
gouvernement. Merci beaucoup, madame, monsieur, d'avoir été présent ce matin sur Equinox Télévision pour ce rendez-vous 10-12. Le Zénith qui rentre en gare. On vous souhaite de passer une très très belle journée sur Equinox Télévision, sur l'antenne d'Equinox Télévision. Et surtout, que Dieu bénisse le Cameroun. À demain.